Je me tenais devant la porte du bureau et j'ai entendu mon mari dire « Ma femme ne sait toujours pas que j'ai demandé le divorce ». Regardant sa secrétaire, il lui a souri avec de l'arrogance. Je n'ai pas fait de crise de jalousie, mais j'ai verrouillé silencieusement mes 59% d'actions de l'entreprise. Le lendemain, toute la société a été témoin d'un démasquage terrifiant. Je suis revenu à New York un jour plus tôt que prévu. Le voyage d'affaires à Chicago s'était conclu de manière favorable et en avance. Je devais rester une soirée supplémentaire pour dîner avec nos partenaires, mais pour une raison quelconque, j'ai ressenti un pressentiment étrange cet après-midi-là. C'était peut-être parce que la semaine suivante marquait nos 10 ans de mariage à Michael Carter et moi. 10 ans, ce n'est pas toute une vie, mais c'est assez long pour qu'une femme remette sa jeunesse, sa confiance et sa propre chair entre les mains d'un homme. Je m'appelle Anna Parker. J'ai 36 ans et je suis la présidente du conseil d'administration de Parker Holdings. Les gens de l'extérieur disaient souvent que j'avais de la chance d'avoir un mari aussi talentueux et élégant, qui savait diriger une entreprise et se tenait toujours aux côtés de sa femme lors des grands galas d'entreprise. Ils ne connaissaient pas la vérité. Il y a 10 ans, Parker Holdings n'était qu'un bureau loué de 35 mètres carrés, caché au fond d'une petite ruelle de Brooklyn. J'ai vendu la maison que ma mère m'avait laissée, rassemblé chaque centime de mes économies et souscrit des emprunts bancaires pour bâtir cette entreprise à partir de rien. Pendant ce temps, Michael n'était alors qu'un directeur des ventes au chômage. Il me serrait dans ses bras dans notre appartement étouffant et sans climatisation, en me disant qu'il ne me trahirait jamais. Il me suppliait de lui faire confiance une seule fois, promettant de m'offrir une vie de paix en retour. Je l'ai cru. Je l'ai tellement cru que lorsque l'entreprise a grandi, je me suis mis en retrait et je lui ai donné le titre de directeur général afin qu'il puisse garder la tête haute devant nos deux familles. Je l'ai tellement cru que je lui ai transféré une partie de mes propres actions. Je l'ai fait simplement parce qu'un jour, il avait mentionné avec tristesse que tout le monde dans l'entreprise m'appelait la fondatrice. Alors qu'il se sentait comme un homme profitant du succès de sa femme, je lui ai fait confiance au point de porter pendant des années les réunions les plus difficiles, les prêts les plus lourds et les rejets de clients les plus douloureux. Uniquement pour qu'il puisse se présenter aux cérémonies de signature avec un sourire impeccable et un costume sur mesure coûteux. Cet après-midi-là, j'ai tiré ma petite valise hors de l'aéroport JFK. Dans mon sac se trouvait une boîte de fudge artisanale dont il avait dit un jour, lors de notre voyage pour notre premier anniversaire de mariage à Martha S. Vineyard, que c'était son préféré. Je ne lui avais pas dit que je rentrais. Je voulais voir la surprise dans ses yeux et l'entendre me réprimander en riant de ne pas l'avoir appelé pour venir me chercher. Je pensais ouvrir la porte du bureau du PDG, poser la boîte de fudge sur son bureau, l'enlacer par derrière et lui annoncer que le contrat était signé. Cette année, l'entreprise allait pouvoir se libérer d'un lourd fardeau financier. Je pensais que nous pourrions encore vieillir ensemble. Même si, ces dernières années, il était devenu plus occupé et plus froid, nos dîners partagés s'étaient fait plus rares et ses appels téléphoniques plus courts. Mais certaines portes ne sont pas destinées à s'ouvrir sur la joie. Il suffit parfois d'entrouvrir une porte d'1 millimètre pour faire s'effondrer toute une vie de confiance. Je suis arrivé au siège de Parker Holdings sur Wall Street vers 19 h. L'immeuble de bureau était encore brillamment éclairé. Les vitres reflétaient les lumières de la ville qui s'allumaient plus bas. Lorsque la réceptionniste m'a vu, elle a sursauté et s'est levée d'un bond. Elle m'a dit qu'elle pensait que je ne rentrais que demain. J'ai souri et lui ai fait signe de la main de ne pas annoncer mon arrivée. Je lui ai dit que je rentrais plus tôt et lui ai demandé si Michael était toujours en haut. Elle a confirmé qu'il y était, ajoutant « Monsieur Carter et Chloé Smith sont toujours dans le bureau du PDG ». En entendant le nom de Chloé, je m'interrompis légèrement. Elle était la secrétaire particulière de Michael, arrivée dans l'entreprise il y a 3 ans. Elle était jeune, belle et pleine de tact. Elle portait toujours des chemisiers blancs parfaitement ajustés et parlait d'une voix douce comme l'eau. Je ne l'aimais pas, mais je ne lui avais jamais rendu la vie difficile. Je me disais toujours qu'une femme d'affaires ne devait mesquine envers la secrétaire de son mari. Je me disais que la confiance était le minimum absolu qui devait rester dans un mariage. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 26e étage. Le couloir était recouvert d'une moquette épaisse, de sorte que le bruit de mes talons hauts se dissolvait pratiquement dans l'air. Plus je m'approchais du bureau du PDG, plus j'entendais un doux rire résonner. La porte n'était pas complètement fermée. Elle était entr'ouverte d'une mince fissure. J'ai levé la main pour frapper, mais ma main s'est arrêtée en plein vol. Par l'étroite ouverture, j'ai vu Michael debout près de son bureau.
Les deux boutons du haut de sa chemise étaient défaits et le tissu était tiré désordonnément d'un côté. Chloé se tenait intimement proche devant lui, la tête légèrement inclinée, ses mains pâles ajustant lentement sa ceinture. Le geste était trop naturel, trop intime, trop familier. On aurait dit qu'il avait été répété d'innombrables fois. Je me suis figé sur place. À cet instant, je n'entendais plus le ronronnement de la climatisation, le trafic de la ville en bas, ni même les battements de mon propre cœur. Je ne voyais que les lèvres de Michael se courber vers le haut. Sa voix est devenue basse, nonchalante et satisfaite. Il lui a demandé si elle avait fini, ajoutant que si elle était aussi lente, quelqu'un pourrait entrer. Chloé a ri, d'une voix pleurnicharde et dragueuse. Elle lui a demandé s'il avait encore peur qu'on les voie, le taquinant en disant que le PDG Carter n'avait pas peur il y a un instant. Je pensais avoir atteint la limite absolue de ma douleur. Mais la phrase suivante de Michael a été le véritable couteau enfoncé droit dans ma poitrine. Il s'est penché tout près de son oreille et a parlé très doucement, mais le couloir était d'un silence de mort. Chaque mot a percé mes oreilles aussi clairement qu'un verre qui vole en éclats. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, précisant que sa femme ne savait toujours pas qu'il avait déjà finalisé les papiers du divorce. Il a ri doucement, disant qu'elle croyait toujours être la Madame Carter officielle et légalement reconnue. La boîte de fudge dans ma main a failli glisser sur le sol. Des papiers de divorce. Lui et moi n'étions jamais allés au tribunal. Je n'avais jamais signé aucune requête en divorce. Selon la loi américaine, personne ne peut divorcer en secret d'un conjoint vivant et juridiquement capable sans que ce dernier ne reçoive une assignation ou ne comparaisse devant un juge. Alors, quels étaient ces papiers de divorce? Il parlait d'un document forgé de toutes pièces, d'un faux décret pour tromper Chloé, ou d'un sombre complot qu'il préparait dans mon dos depuis longtemps. Le sang dans mes veines s'est changé en glace goutte à goutte. Je voulais pousser la porte et entrer en trombe. Je voulais gifler le visage de l'homme que j'avais aimé autrefois. Je voulais lui demander pourquoi. Pourquoi avais-je vendu ma maison pour bâtir cette entreprise avec lui? Pourquoi avais-je enduré les insultes cruelles de sa mère parce que je n'avais pas d'enfant? Pourquoi avais-je fermé les yeux chaque fois qu'il rentrait tard en sentant un parfum étrange? Et pourtant, au final, tout ce que je recevais, c'était une phrase affirmant que sa femme ne savait rien du tout. Mais alors que ma main touchait la poignée de la porte, je l'ai relâchée. Non, je ne pouvais pas me permettre de devenir une femme hurlante et hystérique devant une maîtresse. De plus, je ne pouvais pas laisser Michael savoir tout ce que j'avais entendu. Un homme qui avait le culot de feindre l'amour pour moi pendant des années ne cachait certainement pas qu'une seule femme dans son bureau. Derrière ce sourire élégant, il y avait sans aucun doute des secrets bien plus sales. J'ai fait un pas en arrière, mon dos heurtant le mur froid au fond du couloir. J'ai serré la boîte de fudge contre ma poitrine, mes ongles s'enfonçant si profondément dans le papier d'emballage qu'ils ont produit un léger froissement. J'avais peur que si je baissais la garde ne serait-ce qu'une seconde, toute ma force ne s'effondre sur le sol avec mon ultime once de dignité. Je me suis retourné et j'ai pris l'escalier de secours. La lourde porte en acier s'est refermée derrière moi, coupant les rires venant du bureau. L'espace était sombre et glacial. L'odeur de vieille peinture, de poussière et de métal humide se mélangeait, me donnant la nausée. J'ai agrippé la rampe, m'efforçant de prendre de lentes et profondes inspirations. Des larmes sont montées, mais j'ai refusé de les laisser couler. À quoi bon pleurer? Est-ce que pleurer me rendrait mes 10 ans? Est-ce que pleurer ferait honte à cet homme? Non. La personne qui méritait d'être ruinée, ce n'était pas moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon avocat personnel. David ait travaillé pour Parker Holdings depuis l'époque où la société n'avait même pas de service juridique. Il comprenait la structure de l'actionnariat de l'entreprise, tous les accords entre Michael et moi, et même les choses que j'avais cachées parce que je pensais que des époux ne devaient pas être trop calculateurs. Le téléphone a sonné 2 fois avant que David ne décroche. Il m'a demandé si j'étais déjà de retour à New York. J'ai entendu ma propre voix, si calme qu'elle me semblait étrangère. J'ai dit à David que j'avais besoin qu'il fasse quelque chose pour moi ce soir. Il m'a dit d'y aller. J'ai dit que je voulais transférer la totalité de mes 59% d'actions de contrôle dans Parker Holdings vers la structure de fiducie de réserve que nous avions précédemment rédigée. Je lui ai dit de le faire silencieusement et légalement, en s'assurant que Michael Carter ne le découvre pas avant que les papiers ne soient finalisés. L'autre bout de la ligne est resté silencieux pendant quelques secondes. Il m'a demandé si j'étais sûr.
Il m'a rappelé qu'il s'agissait de la participation de contrôle de l'entreprise. Si nous déclenchions ce protocole, Michael n'aurait plus aucun moyen d'utiliser son autorité exécutive pour interférer avec mes capitaux propres. David a dit qu'il savait que quelque chose avait dû se passer. J'ai fermé les yeux. L'image des mains de Chloé sur la ceinture de mon mari a défilé devant mes yeux, accompagnée de cette phrase glaçante. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de poser de questions. Il devait simplement exécuter l'ordre. Je lui ai ordonné d'envoyer un auditeur pour examiner tous les registres d'actions de l'entreprise, le contrat complémentaire de la 3e année, notre accord postnuptial et les droits de signature sur tous les comptes d'entreprise. Je lui ai dit que je voulais que tout soit fermement entre mes mains dès demain matin. Maître n'a pas posé d'autres questions. Il a simplement dit qu'il s'en occuperait immédiatement. J'ai raccroché le téléphone et je me suis appuyé contre le mur. La boîte de fudge était dans ma main, ses bords complètement écrasés. Je l'ai fixé pendant un long moment, puis j'ai ri. C'était un rire sec et vide, si doux qu'il était à peine audible. Mes 10 ans de mariage s'avéraient moins chers qu'une boîte de souvenirs rapportée d'un voyage d'affaires. J'ai descendu les escaliers de secours marche par marche. Chaque pas résonnait froidement dans le vide obscur. Je n'étais plus l'épouse impatiente rentrant tôt chez elle pour surprendre son mari. Je n'étais plus non plus la Hannah Parker qui croyait que tant qu'elle serait assez bonne, assez patiente et sacrifierait suffisamment, son mariage serait paisible. Ce soir, Michael Carter pouvait encore tenir Chloé dans le bureau du PDG que j'avais payé pour louer. Il pouvait encore lui chuchoter que sa femme ne savait rien. Mais il ne savait pas que la femme qu'il pensait pouvoir tromper toute sa vie s'était tenue juste devant cette porte et avait entendu chaque mot. Il ne savait surtout pas que les 59% d'actions qu'il convoitait le plus glissaient silencieusement hors de sa portée. J'ai levé les yeux à travers la petite fenêtre de la cage d'escalier. Dehors, la ville flamboyait toujours de lumière. Les voitures se précipitaient toujours dans les rues mouillées et éclairées. New York ne s'est jamais arrêté pour la douleur d'une personne. Par conséquent, je ne pouvais pas m'arrêter non plus. Demain, je retournerai dans l'entreprise, non pas pour lui demander pourquoi, mais pour lui faire savoir que trahir la femme qu'il avait élevée jusqu'au nuage était l'erreur la plus stupide de sa vie. Le lendemain matin, j'ai porté le costume noir qui, selon Michael autrefois, me donnait l'air trop intimidante. Je suis resté longtemps devant le miroir, à regarder la femme dans le reflet. Ses yeux étaient légèrement rouges, mais son visage ne portait aucune trace de faiblesse. J'avais à peine dormi la nuit dernière. Maître m'avait envoyé chaque document scanné, chaque confirmation de transfert et chaque autorisation de signature révoquée. À 7 heures du matin, ma participation de 59% avait été placée dans un mécanisme de protection auquel Michael ne pouvait pas toucher. Il pensait toujours être assis sur un trône dans mon entreprise. Il ne savait pas que les fondations sous ses pieds avaient déjà commencé à se fissurer. Je suis arrivé chez Parker Holdings à 9 heures exactes. La réceptionniste m'a vu et s'est empressée de se lever. Elle a dit nerveusement qu'elle pensait que je n'avais que des réunions prévues aujourd'hui. J'ai posé mon sac de marque sur le comptoir, la voix parfaitement calme. Je lui ai dit, non, je suis ici pour voir le PDG Carter. Son visage est devenu instantanément pâle. Je savais que toute l'entreprise pensait que j'étais encore à Chicago. C'était très probable. Quelques personnes s'étaient trop habituées à voir Chloé entrer dans le bureau de Michael après les heures de travail. Alors quand elles m'ont vu apparaître soudainement, elles ont paniqué encore plus que les coupables eux-mêmes. Je n'ai pas posé d'autres questions et suis entré directement dans l'ascenseur. Les portes en acier reflétaient mon visage, froid et inconnu. Dans le passé, chaque fois que j'entrais dans l'entreprise, j'avais toujours l'impression de rentrer chez moi. Aujourd'hui, cependant, je me sentais comme une propriétaire revenant pour nettoyer une maison polluée par des intrus. La porte du bureau du PDG était fermée hermétiquement. Je n'ai pas frappé. J'ai poussé la porte en grand. La scène sous mes yeux ne m'a pas choqué comme la nuit précédente, mais elle était tout de même suffisante pour me soulever le cœur. Chloé était assise sur la coudoir du fauteuil de Michael, tenant une tasse de café juste sous ses lèvres. Michael était appuyé contre son dossier, lui souriant avec une tendresse incroyable. C'était le genre de sourire qu'il ne m'avait pas adressé depuis très longtemps. Entendant la porte s'ouvrir, ils ont tous les deux tourné la tête brusquement. La tasse de café dans la main de Chloé a tremblé, renversant le liquide sombre sur la moquette coûteuse. Michael a sursauté, le visage vidé de sa couleur. Il a bafouillé,
me demandant pourquoi j'étais de retour. Je l'ai regardé, puis j'ai jeté un coup d'œil à Chloé. Elle a rapidement glissé de l'accoudoir, rajustant son chemisier, ses lèvres tremblant sans former un mot. Je suis entré et j'ai posé mon sac à main sur son bureau. Le bruit du cuir frappant le bois a résonné nettement. Je lui ai demandé quel était le problème. Devais-je donner un préavis pour revenir dans ma propre entreprise? Michael a forcé un sourire, mais le coin de sa bouche tressautait de manière incontrôlable. Il a dit qu'il ne voulait pas dire cela. Il était juste surpris. Il m'a demandé si j'étais fatigué du voyage et pourquoi je ne l'avais pas appelé pour me chercher. J'ai tiré une chaise en face de lui et j'ai lentement croisé les jambes. Sous cet angle, je pouvais voir la plaque signalétique indiquant « Directeur général Michael Carter » posée soigneusement sur le bureau. J'avais personnellement fait faire cette plaque sur mesure pour lui l'année où l'entreprise avait emménagé dans cet immeuble. À l'époque, je pensais que sa gloire était aussi ma gloire. Maintenant, en la regardant, je la trouvais simplement risible. Chloé a sursauté de terreur. Je lui ai dit de me préparer une tasse de café. Noir, sans sucre, sans lait. Elle a regardé Michael, appelant à l'aide. Michael s'est immédiatement avancé, essayant de jouer les conciliateurs. Il a dit que je devais être fatigué par le voyage et a proposé d'appeler un autre assistant. J'ai levé les yeux et je l'ai foudroyé du regard. J'ai demandé si mes paroles n'avaient plus aucun poids dans cette entreprise. Toute la pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Michael a difficilement dégluti. Il savait très bien que plus j'étais calme, plus la situation était grave. Finalement, il s'est tourné vers Chloé et a baissé la voix de façon significative, lui disant d'aller faire le café. Chloé a gardé la tête baissée et est sortie. Mais avant qu'elle ne ferme la porte, j'ai vu que ses yeux contenaient non seulement de la peur, mais aussi un ressentiment profond. Une secrétaire choyée depuis trop longtemps avait vraiment commencé à se croire la maîtresse de maison. Malheureusement pour elle, elle était entrée dans la mauvaise maison. Dès que la porte s'est refermée avec un clic, Michael a immédiatement contourné le bureau pour essayer de me prendre la main. Il m'a supplié d'écouter ses explications, affirmant que les choses n'étaient pas ce que je pensais. Il a dit que Chloé était juste. J'ai retiré ma main avant qu'il ne puisse me toucher. J'ai dit qu'elle était juste une secrétaire si dévouée qu'elle s'asseyait sur son accoudoir et lui donnait son café. Son visage s'est durci. Il m'a dit de ne pas parler si durement. Il a dit qu'il était un homme et que, dans le monde réel, il y avait parfois du réseau social à faire. J'ai fini sa phrase, du réseau social au point de déposer de faux papiers de divorce dans le dos de sa femme. Au moment où ces mots sont tombés, chaque goutte de sang a disparu du visage de Michael. Il m'a fixé avec un regard vide, les yeux grands ouverts comme si quelqu'un l'étranglait. En une fraction de seconde, j'ai su que j'avais deviné juste. S'il avait été vraiment innocent, il aurait été en colère, mais à cet instant, il était seulement terrifié. Il m'a demandé qui répandait des mensonges aussi vicieux. J'ai souri. Je lui ai demandé si cela importait de savoir qu'il avait dit, ou si ce qui comptait était de savoir si c'était vrai. Il a fait un demi-pas en arrière, sa main agrippant inconsciemment le bord du bureau. Il a nié, disant qu'une telle chose n'existait pas. Il a prétendu que quelqu'un essayait de détruire notre mariage et m'a supplié de ne pas y croire. Je me suis levé et j'ai marché vers la grande baille vitrée derrière lui. En bas, la ville bougeait toujours dans un rush frénétique. Je m'étais tenu exactement ici avec lui le jour où l'entreprise avait inauguré son nouveau siège. Il avait mis son bras autour de mon épaule et dit que tout ce que nous avions aujourd'hui était la preuve de notre amour. Il s'avère que plus les vœux sont beaux, plus ils schlinguent lorsqu'ils pourrissent. Je me suis retourné pour le regarder. Je lui ai dit que ce soir à 19h, nous allions chez sa mère. Je voulais l'entendre expliquer les papiers de divorce. Le visage de Michael s'est tordu de panique. Il a dit que c'était inutile. Il a plaidé que sa mère était âgée et m'a demandé de ne pas l'inquiéter. J'ai ramassé mon sac à main et je suis passé à côté de lui. Je lui ai dit que s'il ne se présentait pas, je demanderais à mon avocat d'envoyer une notification légale formelle directement à sa maison. Il est resté paralysé derrière moi. Je ne me suis pas retourné parce que je savais que ce jeu ne faisait que commencer et que la personne qui allait trembler ne allait pas être lui tout seul. J'ai quitté l'entreprise sans regarder en arrière. Dans l'ascenseur, mon téléphone a vibré sans arrêt. Michael m'a appelé 3 fois puis m'a envoyé un message texte.
Il m'a supplié de ne pas perdre mon sang-froid, promettant qu'il expliquerait tout ce soir. Il a juré que cela n'avait rien à voir avec sa mère et m'a supplié de ne pas envenimer les choses. J'ai fixé les mots qui apparaissaient sur l'écran. Au fond de moi, je ne ressentais qu'un sentiment d'amusement glaçant. L'homme qui avait juré autrefois de me protéger de la pluie et du vent avait maintenant seulement peur que je ne traîne sa mère dans la mare de boue qu'ils avaient creusée eux-mêmes. Je n'ai pas répondu. J'ai conduit jusqu'à mon appartement privé à Tribeca, j'ai mis un autre costume habillé et j'ai appliqué un maquillage léger pour couvrir les cernes sous mes yeux. Ce soir, ce n'était pas un dîner de famille. Ce soir, c'était le premier acte d'un procès qui n'avait besoin d'aucun juge. À 18h45 exactement, je me suis garé devant le grand manoir à Greenwich, Connecticut. Ce domaine de 3 étages était un cadeau que j'avais acheté pour ma belle-mère lors de notre 3e année de mariage. C'était juste après que Parker Holdings avait signé son premier contrat majeur d'une valeur de près de 3 millions de dollars. À cette époque, Helen Carter, la mère de Michael, m'avait tenu les mains et avait pleuré jusqu'à ce que ses yeux soient complètement rouges. Elle disait qu'elle ne m'avait pas mis au monde, mais que j'étais plus dévoué envers elle qu'une fille biologique. J'avais cru à ses larmes. J'y avais tellement cru que l'acte de propriété du domaine avait été mis à son nom. J'avais seulement conservé un accord de procuration sur les actifs que Maître et m'avait forcé à signer par mesure de sécurité. À l'époque, j'avais même grondé David de se montrer trop paranoïaque. En y repensant maintenant, sans cette paranoïa, la famille Carter m'aurait dévoré et avalé jusqu'à l'os aujourd'hui. Au moment où j'ai coupé le moteur, la voiture de Michael a accéléré derrière moi. Il est sorti de la voiture en hâte. Sa chemise n'était pas boutonnée correctement et son visage était pâle d'anxiété. Il m'a supplié de l'écouter d'abord, disant que sa mère ne savait pas grand-chose et me suppliant de ne pas la contrarier. Je l'ai regardé. Je lui ai demandé s'il avait peur qu'elle soit contrariée ou peur qu'elle ne laisse échapper des choses sur lesquelles il ne l'avait pas encore briefé. Il a serré les lèvres. Il a tendu la main pour me tirer, mais j'ai fait un pas en arrière. Je lui ai ordonné de ne pas me toucher. Le visage de Michael a légèrement tressauté. Il détestait que ma voix devienne aussi froide, car chaque fois que cela arrivait, il savait que j'avais pris une décision et que je ne reviendrais pas en arrière. J'ai sonné à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Ma belle-mère se tenait à l'intérieur, portant un ensemble d'intérieur en soie violet foncé et le collier de perles que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière. Lorsqu'elle m'a vu, un grand sourire s'est immédiatement épanoui sur son visage, mais ses yeux se sont rapidement dirigés vers Michael derrière moi. Elle m'a accueilli chaleureusement, feignant la surprise de me voir de retour. Elle m'a invité à entrer, disant qu'elle avait préparé un ragoût de bœuf maison traditionnel pour moi. Elle a dit que je devais être épuisé par mon voyage d'affaires. Je suis entré dans la maison. La riche odeur de bœuf et d'herbe remplissait le salon. La table de la salle à manger était dressée avec tous les plats que j'aimais autrefois. Si cela avait été le passé, j'aurais été touché, pensant qu'elle se souvenait encore de mes préférences. Mais aujourd'hui, cette attention ressemblait simplement à une épaisse couche de maquillage recouvrant un visage trompeur. J'ai laissé tomber mon sac à main sur le canapé. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de dresser la table. Je lui ai dit que je n'étais pas venu ici pour manger aujourd'hui. Le sourire sur le visage d'Hélène s'est figé. Elle m'a demandé de quoi je parlais. Elle a dit que si un mari et une femme avaient des problèmes, ils devaient s'expliquer lentement plutôt que d'entrer dans la maison avec un visage lourd et en colère. Michael est rapidement intervenu. Il a prétendu que j'étais simplement fatigué et a dit qu'il allait me parler. Je me suis tourné pour le regarder. Je lui ai dit qu'il en avait assez dit. Maintenant, c'était au tour de sa mère de parler. Hélène a claqué le bol de ragoût sur la table. Le bruit de la porcelaine heurtant le plateau en verre a résonné brutalement. Elle a demandé avec colère si j'étais en train d'interroger ma belle-mère. Elle m'a dit qu'elle savait que j'avais du succès et de l'argent. Mais qu'en tant qu'épouse, je devais rester à ma place. Elle s'est plainte que Michael passait toute la journée à gérer l'entreprise pendant que j'étais constamment en voyage d'affaires, laissant la maison froide et vide. De plus, elle a sifflé que je n'avais même pas réussi à donner un petit-fils à cette famille. Elle a dit, s'il était un peu fatigué et que vous n'aviez pas de pitié pour lui, vous n'aviez certainement aucun droit de venir ici et de faire une scène. Je l'ai fixé pendant un long moment. Il s'avérait que c'étaient les mots qu'elle gardait dans son cœur depuis des années, n'attendant que l'occasion de me les jeter au visage.
Le fait que j'ai perdu mon premier enfant parce que je me suis donné à fond pour sauver un contrat crucial pour l'entreprise. Le fait que les médecins aient dit qu'il serait très difficile pour moi de concevoir à nouveau. Le fait que je sois resté à l'hôpital pendant 3 jours et que Michael ne soit venu qu'un après-midi parce qu'il était occupé à rencontrer des investisseurs. À leurs yeux, tous ces sacrifices se résumaient finalement à une seule sentence, je ne leur avais pas donné de petit-fils. J'ai demandé si c'était la raison pour laquelle elle avait laissé son fils forger de faux papiers de divorce dans mon dos. L'air dans le salon s'est instantanément congelé. Les yeux d'Hélène se sont grandement ouverts et la main tenant la cuillère de service a légèrement tremblé. Michael se tenait derrière moi, sa respiration nettement plus lourde. Il a essayé de parler. Je l'ai interrompu, lui disant de laisser parler sa mère. Hélène m'a regardé, puis a regardé Michael. Ce seul regard a suffi pour que je me comprenne. Non seulement elle savait, mais elle était le cerveau qui poussait l'affaire. Un long moment plus tard, elle a laissé échapper un rire moqueur. Elle a dit d'un ton agressif que oui, elle savait. Et après? Elle a dit que puisque j'en avais entendu parler, elle allait être directe. Elle a déclaré que la famille Carter ne pouvait pas laisser sa lignée s'éteindre. Elle m'a dit que si je ne pouvais pas avoir d'enfant, je devais connaître ma place et me pousser. Elle a soutenu que Michael était encore jeune et avait besoin d'un fils pour perpétuer son héritage. Elle m'a accusé d'accaparer le titre de présidente, l'argent et l'entreprise, mais d'avoir échoué à lui donner un vrai foyer. J'ai ressenti une vive douleur dans mon cœur, mais à l'extérieur, je suis restée parfaitement sereine. Je lui ai demandé qui avait acheté cette maison. Elle s'est étranglée avec ces mots. Je lui ai demandé qui avait acheté la Mercedes que Michael conduisait. Je lui ai demandé qui payait ses vacances de luxe à Singapour et en Europe chaque année. Je lui ai demandé qui lui avait offert les bijoux autour de son cou. Et je lui ai demandé qui avait bâti l'entreprise qui permettait à son fils d'être assis dans le fauteuil de PDG. Le visage d'Hélène est devenu rouge pivoine. Elle m'a crié de ne pas utiliser mon argent pour opprimer les gens. Elle a ajouté avec rancœur qu'une femme avec beaucoup d'argent qui ne pouvait pas reproduire était inutile. Michael est devenu blême. Il a supplié sa mère d'arrêter de parler. J'ai laissé échapper un rire très doux. Non, lui ai-je dit. Laissez-la continuer à parler. Plus elle parlera, moins je me sentirai coupable. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti mon téléphone, j'ai composé le numéro de maître et je l'ai mis sur haut-parleur. J'ai dit, David, à partir de ce soir, auditez tous les actifs que j'ai placés au nom d'Hélène Carter. Ce domaine de Greenwich, la Mercedes, les 2 comptes de fiducie à son nom qui ont été financés par mes comptes personnels. Préparez les papiers pour tout réapproprier conformément à l'accord de procuration sur les actifs. La voix de maître a résonné clairement. Il a dit oui. Les papiers étaient déjà prêts. Il m'a assuré que dès que je donnerais la confirmation, son équipe enverrait les notices légales dès demain matin. Le bol de ragoût dans la main d'Hélène s'est écrasé sur le sol, se brisant en morceaux. Michael m'a regardé comme s'il regardait une parfaite étrangère. Il m'a demandé si j'étais folle, me rappelant qu'elle était sa mère. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai rappelé que j'étais autrefois sa femme. Au moment où mes mots se sont éteints, le grand salon est tombé dans un silence de mort. Des éclats de porcelaine gisaient aux pieds de ma belle-mère. Le ragoût de bœuf faisait une flaque sur le sol en pierre polie comme une tache qui ne pourrait jamais être essuyée. Hélène me foudroyait du regard, ses lèvres tremblant de rage. Pourtant, pour la première fois en 10 ans de vie de famille, elle ne parvenait pas à trouver immédiatement un seul mot pour me maudire. Michael se tenait entre elle et moi. Son visage était d'une pâleur spectrale, ses yeux remplis d'un mélange de panique et de furie. Il m'a supplié de ne pas pousser nos problèmes conjugaux trop loin. Il a admis qu'il avait tort et a dit qu'il l'assumerait, mais il m'a averti que si je touchais à sa mère, je brûlais définitivement le pont entre nous. Je l'ai regardé et j'ai ri instinctivement. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment qu'il restait un pont à brûler après que je l'ai entendu dire à sa secrétaire que sa femme ne savait rien du divorce. Ma belle-mère s'est immédiatement retournée vers Michael, ses yeux aussi acérés que des poignards. Elle a hurlé, lui demandant s'il m'avait réellement laissé entendre cela. Cette seule phrase a suffi à tout confirmer. Je n'avais pas besoin de plus de preuves venant de leur bouche, mais je voulais encore voir à quel point ils allaient se débattre avant de couler. Michael a grincé des dents et a dit à sa mère de se taire. Hélène a eu l'air d'avoir reçu une gifle en plein visage. Elle a crié, «
demandant comment il osait crier sur sa mère pour cette femme. Je me suis lentement assise sur le canapé, j'ai sorti un dossier mince de mon sac à main et je l'ai posé sur la table basse. Le dossier était noir, ne contenant que quelques feuilles de papier, mais je savais que son poids était suffisant pour écraser toute la confiance de Michael. Je lui ai dit que avant que tous les deux ne continuent à jouer leur tragédie mère-fils, je voulais qu'il regarde cela. Michael a fixé le dossier. Ses mains tremblaient légèrement, mais il essayait encore d'agir calmement. Il a demandé quel était ce nouveau tour. Je lui ai dit de l'ouvrir et de voir par lui-même. Il a pris le fichier. Lorsqu'il a vu le texte sur la première page, son expression a changé instantanément. C'était l'accord d'actionnariat complémentaire que nous avions signé lors de notre 3e année de mariage. C'était l'époque où je lui avais transféré 11% supplémentaires de mes actions pour qu'il ait meilleure allure aux yeux de nos partenaires commerciaux. À l'époque, Maître avait insisté sur une clause de protection. La clause stipulait que si le mariage se dissolvait en raison de fautes graves de sa part, y compris l'adultère, la falsification de documents ou le transfert illégal d'actifs conjoints, les actions offertes seraient automatiquement révoquées. Pendant que Michael lisait, de la sueur coulait sur son front. Il a murmuré que c'était impossible, prétendant qu'il ne se souvenait pas d'avoir signé cela. J'ai répondu calmement qu'il ne s'en souvenait pas parce qu'il était trop extasié à l'idée d'obtenir plus d'actions ce jour-là. Il était trop occupé à se vanter auprès de ses amis qu'il n'était plus simplement un employé travaillant pour sa femme. Il n'avait même pas pris la peine de lire attentivement ce qu'il signait. Il a relevé la tête brusquement, ses yeux injectés de sang. Il m'a accusé de lui avoir tendu un piège. Je me suis levé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit que je me protégeais. La seule chose qui l'avait piégé, c'était sa propre avidité. Hélène a arraché les papiers des mains de son fils, mais elle ne pouvait pas pleinement comprendre le jargon juridique et les chiffres. Elle a pointé un doigt tremblant vers mon visage, me traitant de vicieuse. Elle m'a accusé de calculer contre leur famille depuis le tout début. Je me suis approché d'elle, ma voix basse, mais chaque mot net et clair. Je lui ai dit que si j'avais calculé depuis le début, cette maison ne serait pas à son nom. Si j'avais été vicieuse dès le départ, son fils ne serait pas assis dans le fauteuil du PDG depuis toutes ces années. Si je manquais d'une seule once de décence, j'aurais amené la police ici ce soir au lieu d'appeler simplement mon avocat. Soudain, Michael s'est précipité vers l'avant et m'a agrippé le poignet. Il m'a supplié d'écouter. Il a prétendu que les faux papiers de divorce étaient l'idée de sa mère, qui le poussait. Il a juré que Chloé n'était qu'un moment de faiblesse. Il a promis qu'il n'avait jamais vraiment voulu me quitter. Il a bafouillé qu'il était simplement sous pression concernant le problème de bébé. Pressé par sa mère et stressé par l'entreprise, il m'a supplié de lui pardonner cette fois. Il a promis de renvoyer Chloé immédiatement. Il a promis de rentrer à la maison avec moi pour que nous puissions recommencer à zéro. J'ai fixé sa main qui serrait mon poignet. C'était la main qui avait essuyé mes larmes après ma fausse couche. Cette même main qui, hier soir encore, avait laissé une autre femme ajuster sa ceinture dans son bureau. J'ai senti mon estomac se tourner de dégoût. J'ai arraché ma main. Recommencer à zéro ? Je lui ai demandé avec quoi exactement il allait recommencer à zéro. Les faux papiers de divorce, la secrétaire dans le bureau, ou les insultes de sa mère sur mon incapacité à avoir des enfants. Michael avait l'air d'étouffer. Il a fait un pas en arrière, les épaules affaissées. Je lui ai dit que je lui donnais une nuit. J'ai ramassé mon sac. Je lui ai ordonné d'être à l'entreprise à 9 h demain pour transférer officiellement toute l'autorité exécutive. S'il ne se présentait pas, j'enverrai un avis de suspension à chaque service, chaque partenaire commercial et chaque banque traitant avec Parker Holdings. Ma belle-mère a hurlé, me demandant comment j'osais faire cela à son fils. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Je lui ai dit qu'elle devrait d'abord s'inquiéter pour elle-même. L'avis de réappropriation pour ce domaine lui serait remis en main propre demain matin. Je suis sorti. Derrière moi, la voix de Michael a appelé mon nom, enrouée et désespérée. Mais je ne me suis pas arrêté. Dans l'allée, le vent de la nuit soufflait à travers les haies taillées, glaciales. J'ai levé les yeux vers le ciel noir de poussière. Mon cœur ne tremblait plus comme la nuit dernière. Ce jeu avait commencé, et cette fois, c'était moi qui fixais les règles. Le lendemain matin, je suis arrivé à l'entreprise plus tôt que d'habitude. Le ciel de New York s'éclaircissait à peine.
Les premiers rayons du soleil frappaient la façade en verre de l'immeuble de Parker Holdings, froid et tranchant comme une lame. Je suis resté dans le hall pendant quelques secondes, à regarder le logo de l'entreprise, les couleurs, la police de caractère, chaque détail que j'avais personnellement choisi. Pendant 10 ans, cet endroit avait été mon rêve, ma chair et mon sang, ma fierté. Pourtant, après une seule nuit, je me rendais compte que ce rêve avait été vidé de l'intérieur par la personne avec qui je partageais mon lit. À 9h moins 10, je suis entré dans la grande salle du conseil d'administration. Maître était déjà là. À côté de lui se trouvait la directrice juridique, la directrice des ressources humaines et 2 membres loyaux du conseil. Tout le monde était silencieux. Sur la table devant moi gisait la résolution suspendant Michael Carter de ses fonctions de PDG, le protocole révoquant ses droits de signature et une liste des comptes bancaires de l'entreprise à geler immédiatement. J'ai posé ma main sur la pile de dossiers. Le papier froid contre ma paume me faisait me sentir étrangement sereine. À 9h exact, les portes de la salle du conseil se sont ouvertes. Michael est entré. Il portait un costume bleu marine foncé que je lui avais acheté lors d'un voyage à Chicago. Ses cheveux étaient soigneusement peignés et son visage essayait de projeter le calme, mais ses yeux injectés de sang et les cernes sombres sous ses yeux le trahissaient complètement. Juste derrière lui se trouvait Chloé. Elle n'avait aucune raison d'être ici, mais il était clair que Michael voulait l'utiliser comme bouclier ou peut-être comme une ultime provocation. Je l'ai regardé et j'ai déclaré que les réunions du conseil exécutif étaient interdites aux secrétaires personnels à compter de ce matin. Je lui ai ordonné de sortir. Chloé s'est figée, ses lèvres rouges serrées fermement. Elle a dit d'un ton défiant qu'elle était la secrétaire de Monsieur Carter et qu'elle avait le devoir de prendre des notes. Je l'ai interrompue. Je lui ai dit qu'à partir de ce moment précis, elle n'était plus la secrétaire de quiconque dans cette entreprise. Toute la pièce est tombée dans le silence. Michael a frappé de la main sur la table. Il m'a dit de ne pas dépasser les bornes. Il a dit que nos problèmes personnels n'avaient rien à voir avec les affaires. Je lui ai fait glisser la résolution de suspension de l'autre côté de la table. Je lui ai dit de la lire avant de parler d'affaires. Il l'a ramassée. Après quelques lignes seulement, son visage est devenu gris cendre. Il a lu à haute voix les mots « suspension de fonction »,« révocation de l'autorité exécutive ». Il a exigé de savoir quel droit j'avais de faire cela. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai répondu lentement. Je lui ai dit que je le faisais en ma qualité d'actionnaire majoritaire, de présidente du conseil d'administration et d'entité juridique contrôlant Parker Holdings. Il a laissé échapper un rire sec et tremblant. Il m'a demandé si j'avais oublié qu'il avait aussi des actions. Il m'a dit qu'il n'était pas un employé de niveau intermédiaire que je pouvais licencier sur un coup de tête. Maître a posé un autre dossier sur la table, la voix forte et claire. Il s'est adressé à Michael, déclarant que selon l'accord d'actionnariat complémentaire signé le 18 mai de cette année-là, les actions offertes par Mademoiselle Parker seraient révoquées si une faute conjugale grave survenait, causant un préjudice aux intérêts de la société. Et a déclaré, nous avons déjà des preuves préliminaires d'une liaison illicite sur le lieu de travail, de détournement d'actifs de l'entreprise et de suspicion de transfert d'actifs frauduleux. Michael a tourné la tête brusquement vers David. Il lui a crié de se taire, disant qu'il n'était que mon avocat et n'avait aucun droit de le juger. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai lancé l'enregistrement audio de la nuit précédente. La voix de ma belle-mère a résonné nettement dans la salle du conseil, la famille Carter ne peut pas laisser sa lignée s'éteindre. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous devez connaître votre place et vous pousser. Suivi par Michael qui bafouillait et Hélène admettant qu'elle savait pour les faux papiers de divorce. Le visage de Michael est passé du blanc au gris. Chloé se tenait près de la porte, les yeux paniqués, incertaine de devoir faire un pas en avant ou de s'enfuir. J'ai coupé l'enregistrement. Je lui ai dit que ce n'était que la première partie. J'ai dit que je ne voulais pas encore tout sortir parce que je voulais lui préserver sa dernière onde de dignité. Michael m'a regardé, sa voix devenant basse. Il m'a demandé si je voulais vraiment le pousser dans ses derniers retranchements. J'ai senti ma gorge se serrer. Même maintenant, cet homme ne comprenait toujours pas. Je lui ai dit que je ne le poussais pas. Il avait mis le feu à son propre pont de retour. Je lui ai dit de signer le transfert. Il a grincé des dents et a demandé ce qui se passerait s'il refusait. J'ai regardé la directrice des ressources humaines et lui ai dit d'envoyer l'avis de suspension à toute l'entreprise immédiatement et de notifier les banques de geler l'autorisation de Michael Carter sur tous les comptes d'entreprise.
Michael s'est précipité vers l'avant et a arraché le stylo de la table, mais pas pour signer. Il a violemment jeté le stylo sur le sol, ses yeux complètement injectés de sang. Il a hurlé mon nom, me disant de ne pas oublier qui avait entretenu les clients et fait le visage de l'entreprise pendant les 10 dernières années. Il a demandé de manière arrogante si je pensais que cette entreprise survivrait un seul jour sans lui. Je me suis levé. Chaque mot tombait lourdement comme de la pierre. Je lui ai dit que sans moi il y a 10 ans, il était encore un raté au chômage. Cette phrase l'a frappé comme un coup physique. Il s'est figé sur place. Chloé a fixé le sol de honte. Je ne jubilais pas. Je ressentais juste une profonde tristesse. J'étais triste parce que jusqu'à ce tout dernier moment, la chose qu'il regrettait de perdre n'était pas moi, mais le trône dont il allait être déchu. Finalement, Michael a signé. Sa main tremblait si fort que sa signature était complètement déformée. Lorsqu'il a posé le stylo, j'ai su que son pouvoir au sein de Parker Holdings s'était officiellement effondré. Mais juste à cet instant, le téléphone de Maître a vibré. Il a regardé l'écran, son visage devenant extrêmement grave. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. Il a dit, l'équipe d'audit interne vient de découvrir 3 contrats d'approvisionnement présentant des signes de détournement de fonds. Le montant est massif, dépassant potentiellement 1,2 million de dollars. J'ai serré les poings. Il s'avérait que la liaison n'était que la poussière à la surface de la table. La véritable pourriture allait beaucoup plus en profondeur. J'ai regardé David. En cette fraction de seconde, tout le bruit ambiant dans la salle du conseil semblait s'évanouir. 1,2 million de dollars. Ce chiffre n'était pas simplement de l'argent. C'était la sueur de centaines d'employés. C'était les nuits blanches que j'avais passées à réviser des contrats. C'était les fois où j'avais rongé mon frein et payé des taux d'intérêt bancaires exorbitants pour maintenir notre trésorerie en vie. Et pourtant, Michael, l'homme à qui j'avais confié le pouvoir exécutif, pouvait si naturellement vider mon entreprise de l'intérieur. Je me suis tourné pour le regarder. Il était toujours debout près de la table, son visage montrant encore l'humiliation d'avoir signé les documents de transfert. Mais lorsqu'il a entendu le mot « audit », ses yeux ont légèrement tressauté. Ce seul mouvement microscopique a suffi pour me dire qu'il était au courant. Je lui ai demandé lentement s'il avait quelque chose à dire avant que je n'ordonne une révision comptable judiciaire complète. Michael a serré les poings, essayant d'agir calmement. Il a dit que dans une grande entreprise, il était normal que les contrats contiennent des erreurs. Il m'a dit de ne pas écouter quelques auditeurs et de ne pas le blâmer pour tout. J'ai laissé échapper un rire froid. Une erreur de plus de 1,2 million de dollars était une erreur très lucrative en effet. Il a grincé des dents, m'accusant de le soupçonner d'avoir détourné des fonds de l'entreprise. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit que ce n'était pas un soupçon. Je lui donnai une dernière chance de avouer. Chloé, debout à côté de lui, s'est soudainement mise à trembler. Elle pensait n'être entraînée que dans un scandale d'adultère. Elle ne s'attendait pas à ce que le feu s'étende à des crimes financiers fédéraux. Elle a secrètement jeté un coup d'œil à Michael, ses yeux remplis d'une panique pure. J'ai absorbé tout cela. Si une femme aime vraiment un homme, elle s'inquiète pour lui. Mais si elle n'aime que son argent, lorsque l'argent est menacé, elle panique pour elle-même d'abord. Je me suis tourné vers la directrice financière et lui ai dit de projeter les fichiers sur l'écran. Le projecteur s'est allumé. 3 contrats d'approvisionnement en matériaux sont apparus, tous signés avec Apex Supply. C'était un fournisseur que Michael avait constamment vanté comme un partenaire fiable à long terme offrant d'excellents prix. En dessous de chaque contrat se trouvait un tableau comparatif des prix du marché montrant une majoration de 20 à 35%. Le montant total gonflé dépassait 1,2 million de dollars. Ce qui était encore plus accablant, c'est que les comptes de paiement finaux transitaient par 2 sociétés écrans, dont l'une était enregistrée au nom du cousin de ma belle-mère. La salle du conseil est devenue glaciale. J'ai regardé Michael et j'ai exigé une explication. Ses lèvres ont bougé sans émettre de son. Il a prétendu qu'il ne gérait pas ses paiements directement. Il a dit que le service des achats s'en chargeait et qu'il se contentait d'approuver leurs propositions. La directrice financière a baissé la tête, sa voix ferme. Elle a déclaré, « Monsieur Carter, les journaux système montrent que vous avez explicitement demandé de contourner l'étape d'évaluation des prix sur les 3 contrats. Les courriels d'approbation sont toujours là.
Michael a tourné la tête brusquement vers la directrice financière. Il lui a averti de surveiller sa bouche et a demandé qui lui donnait le droit de le piéger. J'ai tapoté légèrement du doigt sur la table. Je lui ai dit que c'était moi. Il s'est étranglé avec ces mots. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le responsable informatique immédiatement. Je lui ai ordonné de bloquer tous les accès réseau pour Michael Carter, Chloé Smith et 3 employés associés du service des achats. Je lui ai ordonné de sauvegarder tous les courriels, historiques de connexion et journaux de modification de contrat, le mettant strictement en garde qu'absolument aucune donnée ne devait être supprimée. Le responsable informatique a répondu instantanément, confirmant qu'il s'en occupait. Chloé a soudainement fait un pas en avant, sa voix tremblant violemment. Elle a prétendu que cela n'avait rien à voir avec elle. Elle a pleuré en disant qu'elle n'était qu'une secrétaire et que tout ce que M. Carter lui disait de faire, elle le faisait. Michael a braqué un regard noir sur elle, lui hurlant de se taire. J'ai eu un petit sourire au teint. Je lui ai demandé pourquoi elle était si pressée de se laver les mains. J'ai demandé à mademoiselle Smith si j'avais seulement évoqué l'appartement de luxe à Tribeca enregistré à son nom. J'ai demandé d'où venait l'argent pour cela. Son visage est devenu aussi blanc que du papier. Michael est resté entièrement paralysé. Leurs réactions m'ont indiqué que David avait suivi le bon angle. L'appartement, la voiture, les sacs de marque, les vacances de luxe que Chloé étalait vaguement sur les réseaux sociaux étaient très probablement alimentés par le sang financier de mon entreprise. Je me suis levé, ma voix devenant d'un ton glacial. J'ai déclaré la réunion terminée. À partir de ce moment, tous les dossiers liés à Michael Carter étaient transférés aux services juridiques et à des auditeurs indépendants. Personne n'était autorisé à contacter, détruire ou modifier des documents. Quiconque serait pris à aider à cacher des preuves porterait une responsabilité conjointe. Les gens sont sortis de la salle du conseil un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Michael, me fixant. Dépouillé de son arrogance initiale, il s'est approché, la voix rauque. Il m'a rappelé que nous étions mariés depuis 10 ans et m'a demandé si je voulais vraiment l'envoyer dans une prison fédérale. J'ai regardé l'homme en face de moi, mon cœur souffrant d'une douleur sourde. Non pas par pitié pour lui, mais par pitié pour la version plus jeune de moi-même. Je lui ai demandé s'il se souvenait que nous étions mariés lorsqu'il utilisait l'argent de l'entreprise pour financer sa maîtresse. Il est tombé silencieux. J'ai ramassé les dossiers et je suis sorti. Au moment où j'ai atteint le couloir, le téléphone de maître s'est à nouveau allumé. Il a lu le message texte, son expression devenant encore plus lourde. Il m'a dit que l'équipe d'enquête sur les actifs venait d'envoyer des informations supplémentaires. 2 locaux commerciaux de premier choix sur Madison et Fifth Avenue étaient enregistrés au nom de ma belle-mère. Les fonds pour ces achats montraient également des signes provenant de ces contrats. J'ai fermé les yeux une seconde et je les ai rouverts. Il s'avérait qu'il n'y avait pas qu'une seule personne qui me trahissait. Toute la famille Carter s'était assise à la table du banquet pour se festoyer de mon travail acharné. Je suis resté assise dans mon bureau jusqu'à près de midi. Devant moi se trouvait un relevé bancaire traçant le flux de trésorerie, si long qu'il m'embrouillait les yeux. Les chiffres froids se reliaient comme des couteaux découpant mon estime de moi. 3 contrats sales, 2 sociétés écrans, un compte personnel appartenant au cousin d'Hélène. Puis finalement, l'argent s'écoulait vers 2 locaux commerciaux de premier ordre à Manhattan. Un espace était loué à une marque de cosmétiques haut de gamme, l'autre à un joaillier de luxe. La valeur totale estimée était de près de 1,6 million de dollars. Ces 1,6 millions ne se trouvaient plus simplement sur du papier. Ils s'étaient métamorphosés en immobilier, en revenus locatifs mensuels, en vacances européennes et en sacs de marque qu'Hélène étalés auprès de ses amis de la haute société. J'ai demandé à David si nous avions suffisamment de motifs pour les geler. Il a posé une autre pile de documents devant moi. Il a expliqué que si nous ne nous fions qu'au flux de trésorerie, nous aurions besoin de vérifications supplémentaires. Cependant, le cousin d'Hélène avait signé un contrat de prêt personnel avec Michael exactement au moment où l'argent avait été transféré. Le prêt était à 0 intérêt, sans date limite de remboursement, et avait été ultérieurement utilisé comme apport initial pour les 2 magasins. David a dit qu'il s'agissait d'un exemple d'école de dissimulation frauduleuse d'actifs. J'ai laissé échapper un rire amer. La famille Carter avait littéralement construit un syndicat entier de blanchiment d'argent. David est resté silencieux pendant quelques secondes. Il m'a ensuite dit que si nous poursuivions cela jusqu'au bout, ce ne serait plus un litige de divorce civil.
cela deviendrait une affaire pénale fédérale de criminalité financière. Il m'a demandé si je voulais encore donner à Michael une chance de faire restitution par lui-même. J'ai regardé par la fenêtre en verre. Dehors, des nuages gris foncé pressaient bas sur la ville. Au cours des 10 dernières années, je lui avais donné trop de chance, tellement qu'il pensait que mon pardon était sans fond. J'ai dit non. Je voulais qu'il regarde personnellement chaque couche de sa fausse peau se faire éplucher. Cet après-midi-là, j'ai demandé à mon chauffeur de me conduire à la bijouterie de la 5e avenue. Les vitrines étincelaient, l'enseigne en or criait le luxe et des clients fortunés allaient et venaient. Je suis resté de l'autre côté de la rue à regarder pendant un long moment, puis j'ai appelé Hélène. Elle a décroché très rapidement, sa voix encore étranglée de rage. Elle a exigé de savoir ce que je voulais d'autre, hurlant que j'avais déjà dépouillé son fils de son travail et me demandant si je voulais les conduire à la mort. J'ai répondu calmement que j'étais debout devant la bijouterie de la 5e avenue. Je lui ai demandé si elle voulait sortir et regarder ses actifs une dernière fois. L'autre bout de la ligne est devenu silencieux comme la mort, à l'exception d'une respiration lourde et saccadée. Un instant plus tard, elle a grondé, me demandant quelles absurdités je déblatérais. Elle m'a rappelé que le magasin était au nom de Robert, son cousin. Je lui ai demandé si elle avait oublié que l'argent pour l'acheter avait été acheminé via 3 contrats d'approvisionnement de Parker Holdings. Je lui ai demandé si elle pensait vraiment que Robert porterait le chapeau pour fraude électronique fédérale et blanchiment d'argent simplement pour la protéger, elle et son fils. Hélène a hurlé, me demandant comment j'osais m'en prendre à elle. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Je lui ai dit que je ne menais pas une enquête sur elle. Je traçais simplement mon propre argent. Elle a raccroché. 15 minutes plus tard, Michael a appelé. J'ai fixé son nom sur l'écran et j'ai laissé sonner jusqu'à la toute dernière seconde avant de répondre. Il a exigé de savoir ce que je faisais à sa mère. Sa voix était extrêmement enrouée. Il venait probablement de finir de lui crier dessus. Je lui ai dit que je n'avais encore rien fait. Je lui ai juste fait savoir que ses magasins de premier choix n'étaient pas aussi propres qu'elle le pensait. Il m'a supplié de lui dire combien je voulais, promettant de me rembourser et me suppliant de laisser sa mère en dehors de cela. J'ai ri aux éclats. Je lui ai demandé avec quoi il allait me rembourser. Il avait perdu son fauteuil de PDG et ses actions offertes allaient être reprises. J'ai demandé s'il comptait vendre l'appartement qu'il avait acheté pour Chloé. Il est devenu complètement silencieux. Ce silence était un aveu en soi. J'ai insisté davantage, demandant si elle savait d'où venait l'argent pour cet appartement. Il m'a supplié de ne pas toucher à Chloé, prétendant qu'elle ne savait rien. Même maintenant, il la défendait encore. Mon cœur, que je croyais complètement engourdi, a de nouveau brûlé d'une douleur vive et agonisante. Je lui ai demandé ce que je savais, moi, lorsqu'il prenait l'argent de l'entreprise pour financer sa maîtresse. J'ai demandé ce que je savais quand sa mère utilisait cet argent pour acheter de l'immobilier. J'ai demandé ce que je savais quand il se tenait devant moi en jouant le rôle d'un mari dévoué pendant toutes ces années. Michael haletait lourdement. Il a admis qu'il avait tort et a juré qu'il corrigerait cela. Il a proposé de se mettre à genoux, de plaquer Chloé, mais il m'a averti que si je faisais exploser les crimes financiers, l'entreprise subirait également un coup massif. Il m'a supplié de ne pas détruire Parker Holdings simplement parce que j'étais en colère contre lui. J'ai serré fermement mon téléphone. Je lui ai dit qu'il n'avait même pas le droit de prononcer le nom de Parker Holdings. Il était celui qui avait commencé à la détruire en premier. J'ai raccroché. Immédiatement après, Maître a envoyé un nouveau message texte. Chloé Smith venait de retirer une grande somme d'argent liquide de son compte personnel et avait réservé un vol pour Boston pour ce soir. J'ai fixé le texte, les coins de ma bouche devenant froids comme de la glace. Le premier rat avait senti la fumée et essayait de s'échapper du nid. J'ai répondu à David, lui demandant de sécuriser toutes les preuves la concernant. Ce soir, je voulais rencontrer Chloé avant qu'elle ne puisse disparaître. Je ne suis pas allé à l'aéroport immédiatement. Je savais que quelqu'un comme Chloé, s'il se préparait à fuir, ne prendrait pas seulement quelques vêtements. Elle retournerait d'abord à son appartement pour rassembler les documents, l'argent liquide, les bijoux et toutes les choses sales que Michael lui avait achetées. J'ai ordonné au chauffeur de se diriger directement vers l'appartement de luxe à Tribeca. Tout l'immeuble brillait dans la nuit, semblant luxueux au point d'en être froid.
C'était un endroit où j'avais autrefois envisagé d'acheter une petite unité pour que ma propre mère y prenne sa retraite. Mais après son décès, je n'avais plus le cœur d'entrer dans des endroits extrêmement beaux mais manquant de chaleur. Je n'aurais jamais pensé que Michael utiliserait finalement l'argent de mon entreprise pour acheter un logement ici pour une autre femme. La voiture s'est arrêtée devant le hall. Maître y attendait déjà avec un assistant juridique. Il m'a tendu un dossier mince. L'unité 32B était enregistrée au nom de Chloé Smith. Les transactions de paiement étaient liées au compte personnel de Michael et à un virement bancaire provenant d'Apex Supply. J'ai pris le dossier, mes doigts le serrant si fort que le papier s'est plié. J'ai demandé si elle était encore là-haut. David a confirmé que ses enquêteurs l'avaient vu descendre une valise, mais qu'elle était remontée parce qu'elle avait oublié son passeport. J'ai eu un petit sourire. Timing parfait. Nous sommes entrés dans l'ascenseur. Les numéros d'étage défilaient lentement. Chaque bip ressemblait à un marteau frappant mes nerfs tendus. Les portes de l'ascenseur sont ouvertes au 32e étage. Le couloir présentait une moquette épaisse et un éclairage ambré chaud. C'était tellement silencieux que je pouvais distinctement entendre les roulettes d'une valise rouler derrière la porte de l'appartement au fond du couloir. J'ai sonné. Le silence est resté à l'intérieur pendant quelques secondes avant que la voix très méfiante de Chloé ne demande qui c'était. J'ai répondu, Anna Parker. Aucune réponse n'est venue, mais immédiatement après, j'ai entendu le bruit de quelque chose qui tombait et des pas précipités. J'ai de nouveau sonné. Je lui ai dit d'ouvrir la porte, ajoutant que si elle voulait que j'appelle la sécurité de l'immeuble et la police pour rédiger un rapport ici même dans le couloir, je n'avais aucun problème à le faire. La porte s'est entr'ouverte. Chloé se tenait derrière, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, sans maquillage, ses yeux rouges et gonflés. Elle ne possédait plus le comportement doux de la secrétaire choyée du PDG. Devant moi se tenait une femme paniquée, agrippant désespérément un sac à main de marque comme une bouée de sauvetage. Elle a demandé ce que je faisais ici. J'ai poussé la porte et je suis entré. Elle a essayé de me bloquer, mais en voyant Maître derrière moi, elle s'est rapidement écartée. L'appartement était massif avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la rivière Hudson, des canapés en cuir blanc, des tables basses en marbre et des parfums coûteux alignés sur les étagères. Tout puait l'argent, mon argent. J'ai regardé les deux valises ouvertes au milieu du salon. À l'intérieur se trouvaient des vêtements, des bijoux, des documents, des piles de billets et son passeport. Je lui ai demandé où elle se précipitait. Chloé s'est mordu la lèvre. Elle a prétendu qu'elle retournait dans sa ville natale pour quelques jours. Elle a pleuré en disant qu'elle ne savait rien des affaires de l'entreprise et m'a supplié de ne pas lui mettre la pression. J'ai ramassé une boîte en velours sur la table. À l'intérieur se trouvait un bracelet en diamant que j'avais vu sur ses réseaux sociaux. J'ai demandé si Michael le lui avait acheté. Elle a baissé les yeux, disant qu'elle n'avait pas demandé d'où venait l'argent. Je lui ai demandé si elle n'avait pas demandé ou si elle n'osait pas demander. Elle a éclaté en sanglots. Elle a pleuré, prétendant qu'elle était aussi une victime. Elle a dit que Michael lui avait dit que lui et moi étions séparés depuis longtemps. Il lui avait dit que les papiers du divorce étaient faits et qu'ils attendaient juste le bon moment pour l'annoncer. Il lui avait dit que je ne l'aimais pas et que je le traitais seulement comme un outil pour l'entreprise. Elle a dit qu'elle avait pitié de lui, c'est pourquoi elle. Je l'ai foudroyé du regard avec froideur. Je lui ai demandé si elle avait eu pitié de lui au point d'accepter un appartement de plusieurs millions de dollars, des voitures, des sacs de marque et des vacances de luxe. Chloé s'est étranglée avec ces mots. Ses larmes coulaient rapidement, mais elle ne m'émouvait pas le moins du monde. J'avais assez pleuré pour nous trois. À ce moment précis, son téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de Michael. Je l'ai regardé et lui ai ordonné de répondre et de mettre sur haut-parleur. En tremblant, elle a appuyé sur le bouton pour répondre. La voix de Michael a immédiatement résonné. Il a demandé frénétiquement si elle avait réussi à arriver à l'aéroport. Il lui a ordonné de ne pas écouter un mot de ce qu'Anna disait. Il lui a dit de prendre l'avion pour Boston d'abord et d'attendre qu'il gère tout avant de la rejoindre. Il lui a explicitement rappelé d'apporter l'acte de propriété de l'appartement et de ne pas me laisser mettre la main dessus. Le visage de Chloé est devenu complètement pâle. J'ai calmement sorti mon propre téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer. À l'autre bout, Michael continuait de parler. Il lui a dit que si quelqu'un posait des questions, elle devait dire qu'elle n'avait aucune idée d'où venait l'argent.
Il a dit que tout était un cadeau qu'il lui avait volontairement donné. Quant au contrat, il lui a strictement ordonné de ne jamais mentionner les courriels qu'il lui avait dit de supprimer. J'ai regardé David et il a fait un léger signe de tête. C'était plus que suffisant. Chloé s'est effondrée complètement. Elle a hurlé dans le téléphone, « Michael, Anna est juste ici. » La ligne est devenue silencieuse comme la mort. Quelques secondes plus tard, il a raccroché. J'ai reposé la boîte en velours sur la table et j'ai regardé Chloé. Je lui ai dit qu'elle avait deux choix. 1. Elle pouvait continuer à le protéger et couler avec lui. 2. Elle pouvait remettre chaque courriel, message texte, relevé bancaire et tout ce qu'elle savait à mon avocat. Je lui ai dit que je ne promettais pas de la tirer d'affaire, mais que je documenterais légalement sa coopération. Elle s'est effondrée sur le sol, enfouissant son visage dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Un long moment plus tard, elle a sorti en tremblant un ordinateur portable de sa valise et l'a posé devant moi. Elle a avoué qu'elle avait gardé des sauvegardes. Elle a dit qu'elle avait peur qu'un jour il ne l'abandonne, alors elle avait tout gardé. J'ai fixé l'écran lumineux tandis que des dossiers apparaissaient sous mes yeux, Apex Suppli 2021, vraie feuille de prix, transfert à la mère, appartement, message texte avec Michael. Chaque nom de dossier était comme un autre clou enfoncé dans le cercueil de mon mariage. Chloé était assise blottie sur le sol, serrant ses genoux, la voix totalement éteinte. Elle a juré qu'elle ne savait vraiment pas que l'argent était volé à l'entreprise. Au début, elle a prétendu que Michael avait dit qu'il s'agissait de sa prime personnelle et de ses propres bénéfices d'investissement. Je ne l'ai pas regardée. J'ai dit qu'elle ne savait peut-être pas quand elle avait obtenu l'appartement pour la première fois, mais qu'elle l'avait su plus tard. Elle a gardé la tête baissée. Son silence était sa réponse. J'ai ouvert un fil de messages texte entre elle et Michael. Dans celui-ci, Chloé avait clairement demandé, « Est-ce sûr pour toi de transférer autant d'argent ? Si Anna le découvre, nous sommes morts. » Michael avait répondu, « Elle ne se soucie que de signer les grands contrats. Elle ne fait jamais attention aux petites factures d'approvisionnement. » Ne t'inquiète pas, en lisant cela, mes paumes sont devenues glacées. Il s'avérait qu'à ses yeux, ma confiance absolue en lui n'était rien de plus qu'une faille qu'il pouvait exploiter. Maître a ajusté ses lunettes, son ton extrêmement sérieux. Il a déclaré que ses courriels prouvaient que Michael avait explicitement ordonné l'inflation des contrats et dit à Chloé de détruire les preuves. De plus, il y avait des courriels transférés à Hélène Carter concernant l'achat des deux magasins. Je me suis retourné vers Chloé et lui ai demandé ce qu'elle avait d'autre. Elle a tremblé, disant que c'était tout. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je lui ai dit qu'elle avait gardé tout cela parce qu'elle était terrifiée que Michael ne la quitte. Une femme prudente comme elle ne garderait pas seulement quelques dossiers facilement accessibles. Je l'ai avertie que si elle voulait coopérer, elle ferait mieux de ne pas tester ma patience. Des larmes ont à nouveau coulé de ses yeux. Elle a rampé jusqu'à sa valise, a fouillé sous la doublure et a sorti une trousse de maquillage. De là, elle a récupéré une petite clé USB noire. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle a failli la faire tomber. Elle a avoué qu'il s'agissait d'un enregistrement audio. Elle a dit qu'une fois, Michael était ivre et parlait à sa mère dans le salon. Elle a eu peur, alors elle les a enregistrés. J'ai pris la clé USB. David l'a immédiatement branchée sur son ordinateur portable secondaire. Quelques secondes plus tard, la voix de Michael a résonné dans l'appartement de luxe qu'il avait acheté pour sa maîtresse. Ces mots étaient légèrement pâteux à cause de l'alcool, mais l'intention malveillante était cristalline. La voix d'Hélène est intervenue, froide et dégoulinante d'avidité, et ses actions ? Elle en détient trop. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Michael a répondu, je suis en train de trouver une solution. Si je peux la forcer me céder plus de droits de vote exécutif, je peux lentement la diluer. Sinon, il suffit de continuer à utiliser son infertilité pour la briser mentalement. Les femmes comme elles font les dures à l'extérieur, mais au fond, elles sont terrifiées à l'idée de perdre leur mari. Je suis resté totalement immobile. Je pensais avoir ressenti la quantité maximale de douleur, mais il s'avérait qu'il y avait des profondeurs d'agonie que je n'avais pas encore atteintes. Pendant 10 ans, je n'avais pas seulement vécu avec un mari infidèle. J'avais dormi à côté d'un prédateur qui calculait activement le jour où il pourrait saigner mon entreprise et me jeter de côté avec une coquille vide. Il me tenait dans ses bras les nuits où j'étais si épuisé que je pleurais, me disant de me reposer, disant qu'il était là pour moi. Pendant tout ce temps, il aiguisait silencieusement son couteau dans mon dos.
Chloé a éclaté en sanglots bruyants. Elle s'est excusée, admettant qu'elle avait tort, mais gémissant qu'elle avait été manipulée aussi. Elle a dit qu'il avait promis de l'épouser, lui disant que je n'avais que le titre d'épouse et prétendant que sa mère l'avait déjà accepté. Je me suis levé et me suis approché droit d'elle. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas été manipulée par l'amour. Elle avait été manipulée par l'avidité. Elle avait vu qu'il avait de l'argent, du pouvoir, des maisons et des voitures. Et elle avait pensé avoir décroché le pactole. Maintenant qu'elle perdait, elle voulait se qualifier de victime. Elle est restée assise dans un silence stupéfait, n'osant pas argumenter. Je ne voulais plus l'entendre pleurer. Je me suis tourné vers Maître et lui ai ordonné de sceller toutes les données, d'envoyer les fichiers aux auditeurs indépendants dès demain matin et de rédiger la plainte pénale fédérale. Quant à Chloé, je lui ai dit de documenter sa coopération, mais que tous les actifs liés à l'argent sale devaient être gelés. Chloé a relevé la tête brusquement. Elle a bafouillé à propos de l'appartement. J'ai regardé autour de la pièce massive, les meubles coûteux, le faux éclairage chaud. Je lui ai demandé si elle était sérieusement assise dans un appartement acheté avec l'argent volé de mon entreprise et me demandait ce qui allait lui arriver. Elle a fermé la bouche. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix d'homme grave est venue à travers la ligne. Il a demandé si c'était Anna Parker. Il s'est présenté comme étant Tommy, l'ancien chauffeur de Michael. Il a dit qu'il avait quelques petites choses qu'il voulait me remettre. Il a dit, si vous voulez savoir ce que votre mari fait dans votre dos depuis 3 ans, vous devez me rencontrer ce soir dans le parking souterrain de l'entreprise. J'ai serré fermement mon téléphone. Une autre porte s'ouvrait, et je savais que l'obscurité derrière celle-ci allait être beaucoup plus épaisse. J'ai quitté l'appartement de Chloé vers 22 heures. La ville dehors brûlait toujours de néon, mais dans mon cœur, il n'y avait qu'un gris lourd et étouffant. Maître m'a conseillé de le laisser m'accompagner au garage, mais j'ai secoué la tête. Certaines vérités, aussi sales soient-elles, je devais les voir de mes propres yeux et les entendre de mes propres oreilles. J'ai envoyé un SMS à mon service de sécurité privée pour qu'il se tienne prêt tout près, puis j'ai conduit moi-même jusqu'au siège de Parker Holdings. Le garage souterrain était terrifié vide à cette heure tardive de la nuit. Les tubes fluorescents vacillaient contre le plafond en béton. Les ventilateurs de ventilation ronronnaient comme un long soupir étiré dans le noir. Dès que je suis sorti de l'ascenseur, j'ai vu un homme debout à côté du pilier en béton B17. Il portait une vieille veste, une casquette de baseball tirée vers le bas et ses 2 mains serraient fortement une enveloppe Kraft marron. J'ai demandé, « Êtes-vous Tommy ?» Il a levé les yeux. Je l'ai reconnu immédiatement. Tommy avait été le chauffeur privé de Michael pendant presque 4 ans avant de démissionner soudainement, prétendant qu'il devait retourner dans sa ville natale pour s'occuper de son père malade. À l'époque, je lui avais même donné une généreuse prime de départ parce que je le pensais honnête et discret. Il a dit oui nerveusement. Sa voix tremblait. J'ai demandé pourquoi il avait décidé de me trouver maintenant. Tommy a regardé autour de lui, puis a baissé la voix. Il a dit qu'il avait l'habitude d'être terrifié parce qu'il pensait que M. Carter avait des soutiens puissants et qu'il n'était qu'un chauffeur. Il a dit que s'il parlait, il ne perdrait pas seulement son travail. Sa famille serait en danger aussi. Mais au cours des derniers jours, en entendant les rumeurs selon lesquelles Michael avait été suspendu, il a senti que rester silencieux serait me faire du tort. J'ai regardé l'enveloppe dans ses mains, j'ai demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Il me l'a tendu. À l'intérieur se trouvait une carte SD, plusieurs reçus photocopiés, des journaux de bord de véhicule, des photos imprimées et un petit livre de compte manuscrit. J'ai feuilleté le livre de compte. Des dates, des lieux, des hôtels, des restaurants et des appartements de luxe apparaissaient ligne par ligne. Les jours où Michael me disait qu'il recevait des clients dans le New Jersey, le livre de compte montrait Tommy le conduisant avec Chloé dans une station balnéaire des Hamptons. Les nuits où il prétendait être en réunion tardive avec des partenaires, Tommy documentait le fait de le déposer à l'appartement de Chloé à 2 heures du matin. J'ai serré le livre de compte. Cela prouvait qu'il me trompait, mais j'avais besoin de plus. Tommy a hoché la tête et a rapidement sorti quelques photographies. Il les a montrées du doigt. Il a dit, il y a 3 ans, M. Carter visitait fréquemment un bureau de service juridique louche dans le Queens. Tommy a dit qu'il avait surpris des conversations téléphoniques. On aurait dit qu'il rédiguait de faux documents. Puis une fois,
Michael est remonté dans la voiture en tenant une grande enveloppe. Il a dit à mademoiselle Chloé au téléphone que les papiers du divorce étaient finalisés. Ils avaient juste besoin d'attendre le bon moment. Le sang dans mes veines est devenu froid. J'ai demandé s'il avait vu ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Tommy a dit oui. Une nuit, Michael était ivre et a laissé tomber les papiers sur le sol de la voiture. Tommy a vu un décret de divorce photocopié avec mon nom et le sien dessus, mais le sceau du tribunal semblait complètement faux. Tommy a eu peur, alors il a pris une photo avec son téléphone. Il m'a montré la photo sur son téléphone. C'était légèrement flou, mais assez clair pour lire mon nom, le nom de Michael et voir un sceau rouge de tribunal falsifié. J'ai ri, mais ma gorge était amèrement sèche. Il s'avérait que le soi-disant divorce n'était pas seulement un mensonge qu'il racontait à sa maîtresse. Il avait réellement payé pour falsifier des documents judiciaires, tentant d'utiliser une fausse légalité pour m'effacer de sa vie. Tommy a péniblement dégluti, puis a continué. Il a dit qu'il y avait encore une chose, bien qu'il ne sache pas si c'était important. Il y a environ 6 mois, Michael a rencontré un homme nommé Robert, le PDG d'Apex Supply. Ils ont parlé à l'arrière de la voiture, pensant que Tommy ne pouvait pas entendre. Michael a dit à Robert que si l'entreprise faisait jamais l'objet d'un audit, il rejetterait simplement toute la faute sur le service des achats et la comptabilité. Michael a également mentionné qu'il avait caché un deuxième jeu de livres de compte propre mais fabriqué de toutes pièces dans un coffre-fort chez sa mère. J'ai redressé la tête brusquement. Un coffre-fort chez Hélène. Tommy a dit oui. Le domaine de Greenwich, dans le bureau du 2e étage, caché derrière un panneau mural dissimulé derrière la bibliothèque. Tommy a dit qu'il l'avait vu l'ouvrir une fois. Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. J'avais acheté cette maison. Les rénovations avaient été payées avec mon argent. Et pourtant, derrière ces murs, il cachait les preuves sales qu'il prévoyait d'utiliser pour piéger des employés innocents. J'ai demandé à Tommy comment il savait exactement où il se trouvait. Tommy a baissé les yeux, se tordant les mains. Il a avoué que Michael lui avait ordonné de l'aider à porter le petit coffre-fort en acier dans la maison. Michael lui avait dit que si quelqu'un posait des questions, il devait dire que c'était simplement une cassette pour les bijoux anciens d'Hélène. J'ai pris une profonde inspiration en m'efforçant de garder la voix stable. J'ai demandé s'il était prêt à témoigner devant un tribunal fédéral. Tommy est resté silencieux pendant un long moment. Je ne l'ai pas poussé. Dans le garage vide, le bruit de l'eau guttant d'un tuyau au-dessus sur le béton résonnait fort. Finalement, il a hoché la tête. Il a dit oui, mais seulement si je l'aidais à protéger sa famille. Il a dit, Michael a menacé une fois que si Tommy le trahissait, il s'assurerait que Tommy ne puisse plus jamais trouver de travail sur la côte est. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit que s'il me donnait la vérité, je le protégerais avec toute la force de la loi. Il a poussé un grand soupir comme si un rocher avait été soulevé de sa poitrine. J'ai appelé Maître, lui ordonnant de descendre au garage immédiatement. Mais avant que je ne puisse dire un autre mot, l'écran de mon téléphone s'est allumé. C'était un message texte d'un numéro inconnu contenant seulement une photo. Sur la photo, la porte d'entrée du domaine de ma belle-mère était grande ouverte. Un homme casqué de noir sortait en tenant un petit coffre-fort en acier. Sous la photo se trouvait un texte, trop tard. Les preuves sont déplacées. J'ai fixé la photo, mes mains se changeant en glace. Michael m'avait devancé. J'ai fixé l'écran, un frisson me parcourant la colonne vertébrale. L'homme à la casquette noire portant la boîte en acier hors du domaine de Greenwich n'était clairement pas un membre de la famille. Si ce texte était réel, Michael ou sa mère avaient ordonné à quelqu'un de déplacer les preuves en pleine nuit. Si j'avais quelques minutes de retard, les ultimes pièces de preuve pourraient disparaître à jamais. Je me suis immédiatement tourné vers Tommy. Je lui ai montré la photo et lui ai demandé s'il reconnaissait l'homme. Tommy a fait un zoom sur la photo, son visage devenant pâle. Il a bafouillé qu'il ressemblait à Robert, le PDG d'Apex Supply. Tommy avait conduit Michael rencontrer cet homme plusieurs fois. Je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. J'ai appelé Maître. Je lui ai dit de se diriger directement vers le domaine de Greenwich, d'amener un enquêteur privé et d'appeler la police locale du Connecticut en renfort. Quelqu'un déplaçait des preuves hors de la maison. La voix de David s'est immédiatement tendue. Il m'a dit de ne pas y aller seul, m'assurant qu'il était en route. J'ai raccroché,
fait signe à mon service de sécurité de me suivre et démarrer en trombe du garage souterrain. Il était tard dans la nuit, mais le trafic new-yorkais était encore dense. Les feux arrière rouges, les coups de klaxon stridents et les phares aveuglants défilaient devant mes yeux comme un cauchemar sans fin. Je conduisais si vite que mes mains me faisaient mal sur le volant. Une seule pensée résonnait dans ma tête, je ne pouvais pas le laisser effacer ses traces. Je ne pouvais pas laisser mes 10 ans se terminer sur la phrase « preuves insuffisantes ». Lorsque je suis arrivé au domaine, les grands portails en fer étaient légèrement entr'ouverts. La voiture de Michael était garée n'importe comment dans l'allée, la porte côté conducteur encore ouverte. En sortant de la voiture, j'ai entendu la voix d'Hélène crier depuis l'intérieur de la maison, « Qu'est-ce que tu attends? Prends-le et va-t'en. Ne laisse pas Anna le trouver. » J'ai poussé la porte d'entrée et suis entré en trombe. Hélène se tenait au milieu du hall, les cheveux en bataille, portant encore l'ensemble en soie froissée de la veille. Michael se tenait près de l'escalier, le visage terreux, et l'homme nommé Robert venait de descendre du 2e étage, tenant le petit coffre-fort en acier contre sa poitrine. Tous les trois se sont figés dans une panique pure en me voyant. Je suis entré dans la maison pas à pas, ma voix si froide qu'elle me faisait peur à moi-même. J'ai dit, il est bien tard pour une fête de maison aussi animée. Hélène s'est immédiatement interposée devant Robert, le bloquant. Elle a exigé de savoir ce que je faisais ici, hurlant que c'était sa maison. Je l'ai regardée. Je lui ai dit que je n'étais pas si sûr qu'elle soit à elle demain. Michael s'est précipité en bas des escaliers, m'agrippant le bras pour me tirer dehors. Il m'a supplié d'écouter, prétendant que les choses n'étaient pas ce qu'elles paraissaient. Il a menti en disant « Robert est juste venu chercher de vieux documents commerciaux ». J'ai arraché mon bras avec violence. De vieux documents commerciaux cachés dans un coffre mural. Je lui ai demandé à quel point il me croyait stupide. Son visage s'est durci. Robert a essayé de reculer vers la sortie arrière, mais mon service de sécurité a immédiatement bloqué la porte. Robert a serré la boîte en acier plus fort, la sueur coulant sur ses tempes. J'ai tendu la main. Je lui ai dit de me donner la boîte. Robert a regardé Michael. Michael a grincé des dents et lui a ordonné de ne pas me la remettre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer une vidéo. J'ai déclaré haut et fort, très bien. Tout ce qui sera dit et fait ce soir ira directement au FBI et aux procureurs fédéraux. Monsieur Robert, vous tenez des documents liés au détournement de plus de 1,2 million de dollars de Parker Holdings. Si vous franchissez cette porte avec cela, vous n'êtes plus seulement un complice. Vous détruisez activement des preuves fédérales. Robert a commencé à trembler. Hélène a hurlé, m'accusant de bluffer. Elle a crié que ce n'était pas parce que j'avais de l'argent que je pouvais piéger qui je voulais. Je l'ai fixé sans ciller. Je lui ai dit qu'elle dépensait mon argent depuis 10 ans sans se plaindre, et que maintenant elle osait appeler cela me piéger. Elle s'est étranglée, incapable de répondre. Juste à ce moment-là, le crissement de pneus a résonné depuis l'allée. Maître est entré, flanqué de 2 agents de police locaux de Greenwich et d'un enquêteur privé. Quand Michael les a vus, son visage a pris la couleur de la mort. Il a demandé si j'étais vraiment prête à aller aussi loin. Je me suis tourné vers lui. Je lui ai dit que c'était lui qui m'avait appris que lorsqu'on traite avec des gens qui n'ont pas de conscience, il faut utiliser la loi. Robert a finalement abandonné. La boîte en acier a été posée sur la table basse. David a rédigé un rapport d'incident sur le champ devant la police. Lorsque la boîte a été forcée, elle s'est avérée remplie de piles de contrats, de registres de paiements illicites, de clés USB et de sceaux d'entreprise pour plusieurs sociétés écrans. Mais alors que je fouillais jusqu'au compartiment du fond, mon cœur a coulé. Ce compartiment était complètement vide. La seule chose qui restait était un contour rectangulaire dans la poussière montrant où quelque chose de très important se trouvait auparavant. Tommy, debout derrière moi, est devenu pâle. Il a chuchoté que ce n'était pas normal. La dernière fois qu'il l'avait vu, il y avait un épais dossier rouge à l'intérieur. J'ai tourné la tête brusquement pour regarder Michael. Il regardait vers le bas, mais le coin de sa bouche tressautait vers le haut dans un petit sourire moqueur. C'était fugace, mais c'était suffisant pour que je comprenne. Il avait échangé le contenu avant mon arrivée. Je me suis approché tout près de son visage, ma voix descendant jusqu'au murmure. J'ai exigé de savoir où se trouvait le dossier rouge. Il m'a regardé,
un regard de désespoir pur et déséquilibré brillant dans ses yeux pour la première fois. Il m'a taquiné, me demandant si je voulais savoir. Il m'a dit de me mettre à genoux et de le supplier. J'ai fixé l'homme qui avait été mon mari, ressentant soudain un sentiment de calme étrange. Un rat acculé dans un coin essaiera toujours d'utiliser l'humiliation pour agripper la moindre parcelle de pouvoir qui lui reste. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis simplement tourné vers Maître et lui ai ordonné d'extraire les images des caméras de sécurité, les caméras du portail d'entrée, les caméras de la rue. Je voulais savoir exactement où ce dossier rouge était parti. Michael a laissé échapper un rire rauque. Il a dit qu'il était trop tard. Il m'a dit que j'avais peut-être gagné quelques batailles, mais que je n'avais pas gagné la guerre. Je l'ai regardé. Je lui ai dit de continuer à jouer alors, mais je l'ai averti de se souvenir d'une chose, quelqu'un qui n'a plus rien en quoi croire n'a absolument plus rien à craindre. J'ai quitté le domaine de Greenwich vers près de 2 heures du matin. Sur le siège arrière de ma voiture, la boîte en acier était scellée dans un sac de preuves, mais dans mon esprit, tout ce que je pouvais voir, c'était ce compartiment vide du fond et le sourire tordu de Michael. Ce dossier rouge contenait absolument sa carte maîtresse la plus dévastatrice. Sinon, il n'aurait pas osé l'utiliser pour me défier. David était assis à côté de moi, passant frénétiquement des appels pour tracer les caméras du quartier. J'ai regardé par la fenêtre, observant les arbres se flouter dans l'obscurité, me sentant terrifiante de calme. Dans le passé, si Michael m'avait simplement parlé froidement, je me serais retourné dans mon lit toute la nuit, me demandant ce que j'avais fait de mal. Maintenant, il cachait des preuves et me menaçait, et je ne ressentais aucune douleur du tout. Quand le cœur d'une femme meurt enfin, ce qui reste n'est pas des larmes, mais une clarté pure et sans mélange. Le téléphone de David a vibré. Il a répondu et son expression a changé drastiquement. Il m'a dit que la caméra du portail du domaine avait capturé des images à 21h42. Helen Carter avait remis une épaisse enveloppe rouge à une femme d'âge mûr conduisant un véhicule de covoiturage. La plaque d'immatriculation était partiellement masquée, mais la caméra Ring d'un voisin avait capturé un meilleur angle. Je me suis tourné vers lui en lui demandant qui était la femme. Il a dit qu'ils étaient en train de l'identifier, mais qu'il y avait un détail bizarre, après le départ de la femme, Michael était celui qui avait appelé Robert pour qu'il vienne chercher le coffre-fort. Il semblait que la boîte en acier n'était qu'un leurre. J'ai fermé les yeux. Michael avait encore la moitié d'un cerveau. Il savait que je traquerais le coffre-fort, alors il m'a intentionnellement laissé attraper une pièce de preuve. L'élément le plus critique avait été déplacé en premier. Mais qui était cette femme d'âge mûr? Une parente, une ancienne employée ou un autre lien dans leur syndicat? Juste au moment où j'allais poser la question, mon téléphone s'est allumé. C'était un SMS d'Helen Carter. Il disait, « Si vous voulez protéger l'héritage de votre mère, reculez. » J'ai fixé ces mots, ma main se figeant. Ma mère. Ma mère est décédée il y a 7 ans. C'était une femme gentille et travailleuse qui avait passé sa vie à tenir une petite boutique de textile à Brooklyn, économisant chaque centime pour me payer l'université. Elle ne s'est jamais disputée avec personne. Pourquoi apportait-elle le nom de ma mère maintenant? Je l'ai appelée immédiatement. Elle a répondu après quelques sonneries, sa voix rauque mais pleine de malice. Elle a demandé d'un air narquois si je savais enfin ce que faisait la peur. J'ai serré le téléphone, exigeant de savoir ce qu'elle détenait. Hélène a ri méchamment. Elle a dit qu'elle détenait la vérité. Elle m'a demandé si je pensais que ma mère était si parfaitement propre. Elle a prétendu que la maison de Brooklyn que j'avais vendue pour lancer mon entreprise avait un titre de propriété contesté. Elle a menacé que si la vérité éclatait, non seulement la réputation de ma mère serait ruinée, mais le capital fondateur de Parker Holdings ferait l'objet d'une enquête fédérale. Mon sang s'est changé en glace. Cette maison était la seule chose que ma mère m'avait laissée avant de mourir. Elle m'en avait signé l'acte de propriété, et je l'avais vendue pour obtenir mon capital de départ. Tout avait été fait par un notaire légitime. Je n'avais jamais rien soupçonné. Je lui ai dit qu'elle mentait. Elle m'a dit de demander à mes avocats si je ne la croyais pas. Elle a jubilé en disant que le dossier rouge était actuellement en sécurité entre les mains de son opératrice. Elle a averti que si je continuais à la pousser, elle et son fils, demain matin, le monde financier entier lirait que la présidente Anna Parker avait bâti son empire sur une propriété volée et contestée. J'entendais clairement la voix frénétique de Michael en arrière-plan,
hurlant sur sa mère de s'arrêter de parler. Hélène lui a répondu en hurlant de se taire. Elle a crié que si je voulais les conduire à la mort, elle allait me traîner en enfer avec eux. La ligne s'est coupée. Je suis resté paralysé pendant quelques secondes. Un genre de douleur complètement différent a jailli dans ma poitrine. Non pas à cause de Michael, mais à cause de ma mère. Je pouvais endurer qu'ils salissent mon nom, mais je n'allais absolument pas les laisser traîner la mémoire de ma mère dans la boue. Maître m'a regardé avec une profonde inquiétude. Il m'a averti de ne pas la croire aveuglément, déclarant que les documents étaient très probablement falsifiés, mais il a ajouté que s'ils osaient l'utiliser comme chantage, ils devaient l'avoir préparé de manière très méticuleuse. Il a proposé d'extraire les registres de propriété d'il y a 10 ans. J'ai secoué la tête. Je lui ai dit de ne pas seulement prendre les registres de propriété. Je voulais qu'il retrouve le notaire, le registre des actes de la ville et quiconque dont le nom avait été attaché à l'historique de cette maison. Je voulais savoir ce qu'ils avaient déterré et exactement quelle partie ils avaient falsifiée. Au moment où la voiture s'est arrêtée devant le siège de Parker Holdings, l'assistant de David a envoyé un extrait vidéo de la caméra Ring du voisin. La femme qui avait reçu l'enveloppe rouge avait baissé son masque pendant quelques secondes pour ajuster son casque. J'ai fait un zoom sur l'écran et mon cœur s'est arrêté. Ce visage, c'était Martha, l'ancienne aide-soignante et femme de ménage de ma mère, qui avait démissionné l'année où je me suis marié. Le jour où ma mère est morte, elle avait été la première à nettoyer la vieille maison. Mes mains sont devenues complètement froides. Si Martha était impliquée là-dedans, cela signifiait que le complot de la famille Carter avait commencé il y a très longtemps, bien avant que je n'attrape Michael en train de me tromper. J'ai regardé David et lui ai ordonné de trouver Martha ce soir avant qu'elle n'ait la possibilité de disparaître. L'équipe de David a tracé la dernière adresse connue de Martha dans un ensemble d'appartements délabrés dans le Queens. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, la porte était cadenassée. Un voisin nous a dit qu'elle était partie il y a moins d'1 heure, portant un grand sac de voyage et avait pris un Uber vers la gare routière de Port Authority. Je suis resté dans le couloir humide et sombre, à regarder le cadenas frais sur la porte rouillée, mon cœur devenant plus froid à chaque seconde. Une vieille servante disparaissant au moment exact où un dossier de chantage hautement sensible était déplacé. Si quelqu'un appelait cela une coïncidence, même un enfant ne le croirait pas. Maître s'est tourné vers moi, suggérant qu'elle essayait peut-être de fuir hors de l'État. Il a proposé que ses contacts vérifient les listes de passagers des bus se dirigeant vers le sud ou le Midwest. J'ai secoué la tête. J'ai dit, non, elle n'est pas assez stupide pour aller directement à une gare routière si elle tient des documents hautement sensibles. Elle trouverait un endroit qu'elle pense être un havre de paix d'abord. J'ai rapidement fouillé dans mes souvenirs fragmentés de Martha. Du vivant de ma mère, Martha travaillait comme aide-soignante à temps partiel, cuisinant, nettoyant et restant parfois dormir quand l'arthrite de ma mère flambait. Elle était silencieuse, décharnée et gardait toujours la tête baissée. Ma mère avait pitié d'elle et lui avait même prêté de l'argent pour payer les factures médicales de son fils. Après les funérailles de ma mère, elle avait brusquement démissionné, disant qu'elle devait retourner dans sa ville natale pour s'occuper de son petit-fils. J'étais trop noyé dans le chagrin à l'époque pour poser des questions. En y repensant maintenant, sa démission était beaucoup trop parfaitement synchronisée, presque comme si elle venait d'accomplir une tâche spécifique. Je me suis soudainement souvenu d'un endroit, la paroisse Saint-Jude dans le Bronx. David m'a regardé, confus. J'ai expliqué que du vivant de ma mère, elle faisait du bénévolat à la banque alimentaire de Saint-Jude chaque mois. Martha l'avait accompagnée de nombreuses fois. La paroisse avait un petit couvent et un abri qui y étaient rattachés. Si elle était terrifiée, elle pourrait essayer de s'y cacher. Moins de 40 minutes plus tard, notre voiture s'est arrêtée à l'église. L'aube approchait et une fine brume recouvrait le vieux toit en pierre. Le doux son des cloches du matin résonnait doucement dans l'air. Je suis entré dans la cour, le cœur lourd comme du plomb. Une religieuse âgée m'a reconnu après que j'ai mentionné le nom de ma mère. En silence, elle nous a conduits vers une rangée de petits logements pour inviter à l'arrière. La porte d'une des petites chambres était entr'ouverte. À l'intérieur, j'entendais des pleurs étouffés. J'ai poussé la porte et suis entré. Martha était assise sur un lit de camp en bois, serrant son sac de voyage contre sa poitrine. Dès qu'elle m'a vu, elle a paniqué et s'est levée d'un bond, tout le sang se vidant de son visage. Elle m'a supplié de ne pas lui faire de mal, jurant qu'elle ne savait rien. J'ai regardé le sac dans ses bras. Je lui ai demandé si elle ne savait rien,
Pourquoi s'enfuyait-elle? Elle a serré le sac plus fort, ses yeux complètement injectés de sang. Elle a pleuré en disant qu'elle y avait été forcée. Elle a dit qu'Hélène Carter l'avait menacée. Si elle n'aidait pas, Hélène engagerait des recouvreurs de dettes pour exiger l'argent que ma mère lui avait prêté il y a des années et dénoncerait son fils à la police pour un réseau de jeux illégal. Martha a sangloté en disant qu'elle était vieille et voulait seulement qu'on la laisse en paix. Je me suis approché, ma voix tremblant alors que j'essayais de réprimer ma furie. J'ai exigé de savoir où se trouvait le dossier rouge. Martha a éclaté en sanglots bruyants, s'effondrant à genoux sur le sol en carrelage. Elle s'est excusée profusément, disant qu'elle avait fait du tort à ma mère, mais elle a juré que les documents dans le dossier n'étaient pas complètement réels. Elle a avoué qu'il l'avait forcée à signer une déclaration sous serment prétendant que ma mère avait escroqué un parent pour obtenir l'acte de propriété de la maison de Brooklyn et que j'avais utilisé cette maison volée pour bâtir mon entreprise, mais elle a juré que ce n'était pas vrai. Ma mère n'avait jamais escroqué personne. La maison avait été légitimement laissée à ma mère par ma grand-mère. Ma gorge s'est serrée. Je lui ai demandé pourquoi elle l'avait signé. Puis, tremblant violemment, elle a ouvert le sac de voyage et a sorti l'épais dossier rouge. À l'intérieur se trouvait la déclaration écrite sous serment, plusieurs anciens actes de propriété photocopiés, une clé USB contenant un enregistrement audio et une reconnaissance de dette portant sa signature. Elle a avoué qu'il l'avait enregistré en secret en train de mentir. Il lui avait dit que si elle ne coopérait pas, il sortirait la bande. Elle était si terrifiée qu'elle a pris l'argent du silence d'Hélène. Mais hier soir, alors qu'elle s'enfuyait avec le dossier, elle n'arrêtait pas de penser à ma mère. Elle s'est souvenue que ma mère avait pratiquement sauvé la vie de son fils. Elle ne pouvait pas supporter de les laisser ruiner le nom d'une femme morte. J'ai pris le dossier rouge, mes mains tremblant. Les documents falsifiés à l'intérieur étaient incroyablement sophistiqués, un mélange de demi-vérités et de mensonges complets. Ils ne tiendraient pas lors d'une enquête rigoureuse d'un tribunal fédéral, mais ils étaient plus que suffisants pour détruire la réputation de ma mère dans la presse, jeter un doute grave sur Parker Holdings et me traîner dans la boue avec Michael. J'ai regardé Martha. Je lui ai demandé si elle était prête à témoigner de cela. Elle a gardé la tête baissée, sanglotant de manière hystérique. Elle a dit qu'elle le ferait, mais m'a supplié de protéger sa famille. Je me suis tourné vers Maître Ray. Je lui ai ordonné de rédiger une déclaration immédiatement, d'enregistrer sa confession en vidéo et de sceller tout le dossier. Je lui ai dit que nous soumettions des accusations fédérales supplémentaires ce matin, mais juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Michael. Je l'ai mis sur haut-parleur. Sa voix a résonné, enrouée et glaciale. Il a demandé si j'avais trouvé Martha. Il a demandé d'un air moqueur si je pensais que cela signifiait que j'avais gagné. Il a déclaré qu'il se trouvait actuellement au bureau de Wall Street. Il m'a dit que si je n'y étais pas dans exactement 30 minutes, il allait faire sauter Parker Holdings en enfer. Littéralement. Je me suis figé. À l'autre bout de la ligne, le hurlement strident d'une alarme incendie commerciale a commencé à résonner. Je me suis précipité hors de la paroisse Saint-Jude avant que le soleil ne soit complètement levé. Les cloches du matin se sont éteintes derrière moi, mais dans ma tête, le seul son était le hurlement strident et chaotique de l'alarme incendie venant de l'appel téléphonique de Michael. Maître Ray a immédiatement appelé la sécurité de l'immeuble et composé le 911. Je suis resté assise dans la voiture, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait me briser les côtes. Même si je détestais Michael Carter jusqu'au fond de mes os, je savais une chose, Parker Holdings n'était pas seulement mon entreprise. Elle contenait des centaines d'employés, des données de clients, des plans de projet et le gagne-pain de personnes innocentes. S'il était vraiment assez déséquilibré pour traîner tout le monde avec lui, je ne me le pardonnerais jamais d'arriver trop tard. Alors que la voiture tourna sur Wall Street, je pouvais déjà voir les feux clignotants des camions de pompiers du FDNY et des voitures de police du NIP balayer la façade en verre de l'immeuble. Les agents de sécurité évacuaient le personnel de nuit sur le trottoir. Certaines personnes serraient des ordinateurs portables. D'autres, en uniforme de nettoyage, se tenaient en tremblant sur le trottoir. J'ai ouvert la porte de la voiture et suis sorti. Le vent glacial du matin m'a giflé le visage. Le chef de la sécurité a couru vers moi, le visage blanc comme de la cendre. Il a signalé que les systèmes d'extinction d'incendie s'étaient déclenchés au 26e étage, mais qu'il n'y avait pas encore de signe d'un incendie massif. Il a dit que M. Carter s'était barricadé à l'intérieur du bureau du PDG.
J'ai serré les poings et demandé si quelqu'un était piégé. Il a dit non. L'étage était entièrement évacué, mais il a ajouté que Michael refusait de laisser entrer quiconque. Il exigeait de ne voir que moi. David m'a agrippé le bras. Il m'a averti de ne pas monter seul et de laisser le NIP s'en charger. J'ai levé les yeux vers le haut étage qui était autrefois le domaine de Michael. Ce bureau avait été le témoin du jour où nous avions porté un toast au champagne pour notre premier grand contrat. C'était aussi l'endroit où je l'avais attrapé avec Chloé. Je savais qu'il ne m'avait pas convoqué ici pour négocier. Il voulait que je sois témoin de sa déchéance finale et pathétique. Il voulait me traîner dans la folie qu'il avait créée. J'ai dit à David que j'allais monter, mais pas seul. 2 agents du NIP m'ont escorté dans l'ascenseur de secours sécurisé. Maître a suivi de près, son téléphone enregistrant déjà l'audio. À mesure que l'ascenseur montait, les sirènes hurlantes devenaient assourdissantes. Lorsque les portes sont ouvertes au 26e étage, le couloir clignotait de lumière strobe rouge. Une légère odeur de fumée pendait dans l'air, sans qu'on sache si elle provenait de fils électriques ou de quelque chose de brûlé intentionnellement. Les lourdes portes en chêne du bureau du PDG étaient fermées à clé. De l'intérieur, j'ai entendu le rire rauque de Michael. Il a crié, demandant si Anna était arrivée. Je me suis tenu devant la porte et j'ai répondu calmement, « Je suis là. » Ouvre la porte. Un agent du NIP m'a fait signe de reculer et a crié, « Michael Carter, ouvrez la porte et coopérez. Toute action mettant en danger d'autres personnes entraînera de graves accusations fédérales. » Un silence total est tombé à l'intérieur pendant quelques secondes. Puis est venu le bruit de verre brisé. Michael a répondu en hurlant, « Des accusations fédérales ? Vous êtes seulement ici parce qu'elle a de l'argent. » Tout le monde prend son parti. J'ai fermé les yeux, pris une inspiration et les ai rouverts. J'ai parlé clairement, « Michael, tu voulais me voir, alors ouvre la porte. S'il te reste une once d'homme en toi, arrête de te cacher derrière un morceau de bois verrouillé. » Cette sentence a semblé frapper l'ultime nerf de son ego meurtri. Le pen dormant s'est ouvert avec un clic. La police s'est immédiatement poussée vers l'avant, sécurisant un avantage tactique. Je suis entré derrière eux. Le bureau du PDG était un désastre absolu. Des documents étaient dispersés partout comme de la neige. Un coin des rideaux en tissu coûteux était brûlé au noir et un extincteur gisait abandonné sur le sol. Michael se tenait près de son bureau. Sa chemise était froissée et sale, ses yeux injectés de sang. Dans sa main, il tenait une clé USB et plusieurs morceaux de papier froissé. Sur le bureau, la photo encadrée commémorant le 10e anniversaire de l'entreprise était brisée en morceaux. Le verre brisé coupait droit à travers mon visage souriant sur la photo. Il m'a regardé et a commencé à rire. Il a dit, « Tu as gagné, Anna. Tu as repris l'entreprise, les maisons, l'argent. Qu'est-ce que tu veux d'autre ?» Je l'ai fixé pendant un long moment. J'ai dit que je voulais qu'il paye pour ce qu'il avait fait. Il a secoué la tête, son rire devenant plus fort. Il a dit, « Non, tu me veux à genoux. Tu veux que j'admette que tu m'as battu, mais sais-tu seulement pourquoi je t'ai trahi ?» Il a ricané, « Parce qu'à côté de toi, je ne me suis jamais senti comme un homme. Tu es trop intelligente, trop froide, trop intouchable. Je suis resté dans ton ombre pendant 10 ans, me sentant comme un fantôme. Une vive douleur a traversé ma poitrine, mais pas par amour. C'était parce que même à la toute fin, il réussissait encore à tordre son propre complexe d'infériorité pathétique pour en faire ma faute. Je ne lui avais jamais demandé d'être un fantôme. Il avait choisi de se cacher dans l'ombre, son visage se tordant. Il a brandi la clé USB. Il a crié que cela contenait les livres de compte de sauvegarde, menaçant que s'il perdait tout, je ne connaîtrais pas la paix non plus. Je l'ai regardé, ma voix complètement neutre. Je lui ai dit que Martha avait déjà avoué. Le dossier rouge était entre les mains de mon avocat. Chloé avait remis chaque courriel. Tommy était prêt à témoigner sous serment et Robert avait été intercepté au domaine de Greenwich. Je lui ai dit qu'il n'avait plus de carte en main. La lumière folle dans ses yeux s'est brisée. L'énergie maniaque s'est vidée de son visage, laissant derrière elle une coquille vide incroyablement pathétique. Il a fait un pas en arrière, les épaules affaissées. Il a murmuré qu'il était impossible que Chloé ne le trahisse pas. Je lui ai dit qu'il avait trahi tout le monde en premier. Il m'a fixé, ses lèvres tremblant. Il a demandé, « Anna, si je vais dans une prison fédérale,
comment ma mère va-t-elle survivre? J'ai senti mon cœur se changer en pierre absolue. Je lui ai demandé, quand ta mère se préparait à salir le nom de ma mère morte, s'est-elle une seule fois demandé comment je survivrais? Cette seule sentence l'a rendu muet. La police s'est avancée et l'a maîtrisé. Il ne s'est pas débattu. Lorsque la clé USB est tombée de sa main, le petit clic du plastique frappant le sol a été presque avalé par les alarmes incendie hurlantes. Mais pour moi, c'était le coup de grâce d'un royaume bâti sur des mensonges. Alors qu'il était escorté devant moi, il s'est soudainement arrêté. Dans un chuchotement rauque et brisé, il a demandé « M'as-tu vraiment aimé un jour ?» J'ai regardé l'homme qui avait détruit 10 ans de ma vie et ai répondu très doucement « Je t'ai aimé. » Et c'est exactement parce que je t'ai vraiment aimé que la douleur d'aujourd'hui me rend impossible de te pardonner un jour. Il a baissé la tête et a été poussé dans l'ascenseur. Les alarmes incendie ont finalement cessé. Tout le 26e étage a coulé dans un silence lourd et étouffant. Je suis entré dans le bureau ruiné et j'ai ramassé le cadre photo brisé. Sur la photo, la Hannah d'il y a 10 ans souriait de manière rayonnante, debout à côté du mari qu'elle croyait être le sien pour toujours. Je l'ai posé face cachée sur le bureau et je suis sorti. Derrière les vitres en verre, l'aube de Manhattan se levait à peine. Elle était pâle mais incontestablement claire. Une longue et sombre nuit s'était terminée. Mais le véritable procès pour la famille Carter ne faisait que commencer. 3 mois après le jour où Michael avait été sorti du 26e étage les menottes au poignet, les inculpations fédérales sont tombées. Les contrats d'approvisionnement gonflés, l'argent illicite passant par Apex Supply, les 2 magasins de détail à Manhattan au nom d'Hélène. L'appartement de luxe de Chloé à Tribeca et le complot de chantage impliquant la maison de ma défunte mère à Brooklyn ont tous été formellement intégrés aux preuves fédérales. J'avais toujours pensé que le voir debout devant un juge rendrait mon cœur plus léger, mais non. Le jour où le procès a commencé, j'étais assise dans la tribune réservée aux victimes. En regardant Michael dans sa tenue de prisonnier décoloré, ses cheveux rasés courts, son visage creusé, je ne ressentais qu'un vide glacial dans ma poitrine. Cet homme avait été autrefois tout mon monde. Maintenant, il n'était plus qu'une leçon extrêmement coûteuse. Il s'est retourné et m'a regardé. Ses yeux ne contenaient plus le désespoir maniaque de ce matin-là dans le bureau. Il n'y avait qu'un épuisement pur et un désespoir absolu. Il a chuchoté mon nom. Je l'ai regardé avec un détachement serein et lui ai dit de ne plus jamais m'appeler ainsi. Il a baissé la tête. Hélène était assise dans la rangée derrière lui, pleurant jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Elle ne portait plus ses colliers de perles ni ses chemisiers en soie coûteux. Elle ne possédait plus l'arrogance hautaine de la belle-mère qui me pointait autrefois du doigt et maudissait mon infertilité. Les 2 magasins de Manhattan ont été saisis par les fédéraux. Le domaine de Greenwich a été réapproprié sous notre accord légal. Ses comptes de fiducie ont été gelés pour aider l'enquête fédérale sur l'argent blanchi. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait la terreur pure de perdre des choses qu'elle croyait être à elle pour toujours. Chloé a témoigné contre eux. Elle portait un simple chemisier blanc, pas de maquillage, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle a admis avoir reçu l'argent, l'appartement et avoir gardé les courriels et les enregistrements de peur que Michael ne l'abandonne. Lorsque le procureur fédéral lui a demandé si elle savait que les fonds étaient liés à un détournement de fonds d'entreprise, elle est restée silencieuse pendant un long moment avant d'éclater en sanglots. Elle a avoué qu'elle le savait, mais a dit qu'elle était avide. Elle pensait que tant qu'elle était aimée, cela suffisait, et qu'éventuellement elle pourrait tout garder. Je l'ai écoutée sans ressentir aucune colère. Les gens ne tombent généralement pas à cause d'un seul moment de faiblesse. Ils tombent parce qu'ils ferment les yeux et continuent de marcher même après avoir vu la falaise. Le procès a duré des jours. Michael a été reconnu coupable de fraude électronique fédérale, de détournement de fonds, de destruction de preuves et de falsification. Robert d'Apex Supply a également été condamné. Hélène a été inculpée comme complice pour avoir reçu et dissimulé des actifs volés. Quant à moi, une fois tout dit et fait, j'ai signé les papiers du divorce par un après-midi pluvieux et calme. Le papier était si mince, pourtant il m'avait coûté 10 ans, un enfant qui n'avait jamais eu la chance de naître et d'innombrables nuits blanches de culpabilité pour enfin le signer sans que ma main ne me tremble. Maître s'est assis en face de moi et a dit doucement, « C'est fait, mademoiselle Parker. » J'ai regardé par la fenêtre, la pluie traçait de longues traînées floues sur le verre. « Oui, c'est fait, » ai-je répondu. Mais au fond de moi, je savais que ma vie n'était pas définie par un décret de divorce finalisé.
Parker Holdings, après avoir enduré une purge douloureuse, s'est progressivement stabilisé. J'ai remanié le service financier, nommé une nouvelle équipe exécutive, ordonné des audits publics transparents et restauré l'intégrité de l'entreprise. Les employés, qui avaient été terrifiés et confus, ont commencé à revenir travailler avec une confiance sincère dans les yeux. Un matin, alors que j'entrais dans le hall, la réceptionniste a légèrement incliné la tête. « Bonjour, mademoiselle Parker. » Pas madame Carter, juste Anna Parker. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que mon nom était suffisant. Le jour de l'anniversaire du décès de ma mère, j'ai apporté un bouquet de lys blancs au cimetière de Greenwood. Je me suis agenouillé devant sa tombe et j'ai posé ma main contre la stèle froide. « Maman, je suis désolé. Je les ai laissés utiliser ton amour pour moi pour me menacer. Mais j'ai tout repris. Ton héritage, ton honneur et ma propre vie. J'ai tout récupéré. » Le vent a roucoulé dans les pins, brossant mes cheveux comme une main douce. Je n'ai pas pleuré. Ou peut-être que mes larmes s'étaient séchées il y a bien longtemps. Tout ce qui restait était un sentiment de paix profondément ancré. Sur le chemin du retour, je suis passé devant l'immeuble de Parker Holdings. Le soleil de fin d'après-midi frappait le logo de l'entreprise, le faisant briller comme une cicatrice qui finissait par guérir. Je suis resté dans le hall et j'ai pris une lente et profonde inspiration. Il y a 10 ans, j'avais bâti cet endroit par amour. 10 ans plus tard, je l'avais gardé pour moi-même. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Maître. Le tribunal avait rendu une lourde peine fédérale pour Michael. David m'a demandé si je voulais poursuivre une action civile séparée pour des dommages supplémentaires. J'ai fixé le texte pendant un long moment avant de répondre, suivez simplement la loi. Je n'ai plus besoin de vengeance. Je voulais seulement la justice. J'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert les portes du balcon. New York la nuit était toujours bruyante, brillait toujours et était toujours entièrement indifférente à la souffrance d'un seul individu. Mais cette indifférence même me rappelait que la vie avance toujours. Ceux qui trahissent en payeront le prix, et ceux qui sont brisés doivent apprendre à vivre à nouveau. Non pas pour prouver leur force à quiconque d'autre, mais pour ne plus jamais se trahir eux-mêmes.